À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons François Touté. François est détenteur d'une maîtrise en philosophie de l'UQAM. Son mémoire de maîtrise portait sur la liberté d'expression et le multiculturalisme, en analysant le cas des caricatures blasphématoires de Charlie Hebdo. Il continue ses recherches sur la liberté d'expression de façon indépendante. Durant l'émission, François nous présente d'abord le contexte historique entourant la liberté d'expression, qui en fait une valeur presque sacrée dans nos démocraties. Il fait ensuite une critique de cette sacralisation. Par la suite, il présente un modèle qu'il a développé pour nous aider à évaluer s'il est adéquat de restreindre la liberté d'expression dans certains contextes. Nous terminons en appliquant son modèle à l'utilisation du mot en haine et aux théories du complot. Bonne émission. Salut, ça me fait plaisir. Alors, on est très heureuse de te recevoir à notre podcast. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un thème qui est, on ne peut plus, en fait, actuel et réellement très important en philosophie éthique et politique. On discute avec toi aujourd'hui de liberté d'expression. Tu as fait ta maîtrise en creusant justement les questions de philosophie politique autour de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, tu poursuis tes recherches philosophiques de façon indépendante sur le sujet. Évidemment, à moins que nos auditeurs auditrices aient vécu coupé complètement de la technologie au cours des 2 dernières années. Ils et elles vont reconnaître que c'est un thème passionnant et très controversé à aborder avec toi aujourd'hui. Puis, on pourrait commencer peut-être avec ça pour justement asseoir en fait l'ampleur du débat autour de la liberté d'expression. Cette liberté ou cette valeur politique a été une des pierres angulaires de la démocratie, en fait. La possibilité de garantir la liberté d'expression a été très tôt là, ce qu'on voulait asseoir par les régimes démocratiques. Et aujourd'hui, toutes les façons dont elle peut être limitée ou remise en question, en fait, nous amènent à un débat carrément sur la démocratie. Alors, est-ce que c'est pour ça que tu t'intéressais à la liberté d'expression? Et si c'est pour ça, est-ce que tu pourrais nous développer justement le lien étroit entre liberté d'expression puis démocratie? Oui, absolument. Moi, en fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça à partir du cas concret des caricatures de Charlie Hebdo. Tout ce qui entourait le multiculturalisme, donc des thèmes vraiment plus modernes. Mais pour ce qui est des racines historiques là, de la liberté d'expression, tu t'es pas trompé que c'est vraiment central dans le développement, oui, de la démocratie, puis même plus largement du libéralisme classique. Là, c'est vraiment ça a des racines profondes, puis qui lui assure vraiment un prestige symbolique vraiment énorme. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est impossible de comprendre les controverses contemporaines si on ne réalise pas pourquoi est-ce que c'est aussi populaire, c'est aussi important, c'est aussi quasiment sacré en fait. On se trompe même pas en disant ça, là, comme une liberté. Puis dans le fond, pour faire une histoire vraiment courte, là, comme tu le mentionnais, là, dans toute l'histoire du libéralisme et de la démocratie, il y a toujours cette idée-là de conquérir en fait cette liberté d'expression, toujours face à un pouvoir qui veut nous réduire au silence et qui voudrait nous contrôler. Donc c'est vraiment une liberté négative qu'on va acquérir face donc notamment au régime monarchique, au régime autoritaire et à l'Église, qui sont les cas les plus clairs. Avec tout le développement de la liberté de presse, les objecteurs de conscience, même dans la science, Galilée, toute cette idée-là de vraiment, je vais dire la vérité face au pouvoir et peu importe les conséquences. Ça, en fait, on peut même dire que ça a créé une sorte de mythologie. Moi, je pense vraiment que c'est ça, de la liberté d'expression. Quasiment une histoire avec des saints, en fait. On n'est pas dans une histoire séculaire, en fait. Moi, je pense vraiment, ça serait une autre discussion, mais qu'on a élevé certaines figures mythiques de la liberté d'expression au rang de figures justement mythologiques ou saintes. Et ça explique pourquoi est-ce qu'on a un attachement vraiment important à ça. Et donc, comme tu le mentionnes, même après, historiquement, oui, mais maintenant, même aujourd'hui, tout le monde mentionne à tout bout de champ qu'une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie où on peut s'exprimer sans crainte de censure. C'est important pour pouvoir critiquer le gouvernement, pour pouvoir échanger nos raisons entre concitoyens, pouvoir délibérer. Donc, ouais, voilà. Merci toi, pour ce rappel historique. Puis on sent tout de suite dans ton rappel que ta position, celle que tu développes par tes recherches, c'est une position critique par rapport à cette sacralisation de la liberté d'expression. Est-ce que tu pourrais nous déjà me confirmer si je me trompe Mhm. et nous dire un peu pourquoi est-ce que ce serait bien de prendre une distance critique? Parce qu'a priori, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne voient pas nécessairement de mal à Mhm. sacraliser la liberté d'expression. Oui, c'est absolument, c'est un super bon point. En fait, c'est que moi, ce qui m'embête avec cette sacralisation de la liberté d'expression, c'est que on a oublié en fait les justifications fondamentales
la liberté d'expression, on en a fait ce que Mill, en fait, sur lequel on va revenir. Mill dirait, c'est un dogme dont on a oublié les justifications puis qu'on professe sans vraiment le comprendre, c'est un dogme mort. Et à mon avis, il y a assez peu d'exemples plus clairs de dogme mort que la liberté d'expression, en tout cas aujourd'hui, parce que l'attitude habituellement utilisée dans le débat public, c'est on ne va pas vraiment discuter ou débattre de la liberté d'expression, on va la prendre pour acquis, on va dire c'est essentiel, c'est super important, c'est quasiment sacré. Et puis, donc, très souvent, en fait, en tout cas moi, dans mon expérience, quand je vois le débat public, les acteurs vont plutôt faire une profession de foi, ils vont professer leur loyauté indéfectible à la liberté d'expression. On va toujours vouloir la plus rigoureuse possible. Mais pour moi, ça, c'est une performance idéologique. Donc, c'est de dire, je me place derrière la bannière de la liberté d'expression parce que c'est quelque chose de bien vu. Mais c'est pas un engagement soutenu par une réflexion épistémologique sur les mérites de la liberté d'expression. Donc, il n'y a pas vraiment de réflexion en arrière. On a un peu oublié pourquoi c'est important. Et d'ailleurs, ça peut aller loin parce que, bon, si c'est juste qu'on a oublié les valeurs centrales, bon, c'est pas la fin du monde, mais ça peut amener aussi, selon moi, là, je ne vais pas aller trop dans la controverse tout de suite, mais moi je perçois des tentatives délibérées de l'extrême droite dans les démocraties occidentales d'instrumentaliser la liberté d'expression comme cheval de Troie, en fait, pour faire entrer ces idées antilibérales, fascisantes dans la cité. Ils ne vont pas proposer leurs idées d'extrême droite en avant-plan, ils vont dire, je veux juste questionner, je veux juste qu'on ait un débat ouvert et libre sur ces questions importantes. Et là, en utilisant cette corde sensible de tous les libéraux, ils arrivent à faire entrer des idées qui sont absolument illibérales et très néfastes. Donc voilà. Peut-être pour refaire un lien là, avec le contexte historique là, avant de rentrer peut-être plus dans les définitions, j'ai l'impression que cette idée là, de cheval de Troie que tu as mis de l'avant est utilisée en fait quand tu as un point de vue qui n'est pas dominant, de dire ou qui serait mal vu, de dire là, tu peux toujours brandir la liberté d'expression comme moyen de dire j'ai le droit d'en parler. Alors que quand tu es dans la position plus dominante idéologiquement ou tu voudrais faire taire un certain discours pour plusieurs raisons, à ce moment-là, c'est rare que tu vas brandir la liberté d'expression pour défendre ton ennemi. Non? Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de dire par rapport à l'idée de cheval de Troie? Oui, c'est ça. Ceci étant dit, ce qui est un peu sensible avec ça, c'est que la notion de quel discours dominant ou le discours minoritaire, on peut facilement la renverser, en fait. Et puis, c'est toute l'idée, c'est tout le champ lexical de la tyrannie du politiquement correct. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre manière de meilleure manière de voir ça. Je pense que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des acteurs qui sont dans une tendance politique assez majoritaire, ou en tout cas assez établie, mettons le conservatisme nationaliste par exemple, ou qui sont dans une position sociale assez privilégiée, par exemple chroniqueur ou professeur, et puis ils vont dire, ah oui, mais attention, je ne suis pas dominant, je suis en fait minoritaire parce que je suis opprimé par ce qui est selon moi des chimères comme l'empire du politiquement correct, la dictature des minorités, la dictature du multiculturalisme. Et en faisant ça, en fait, ils se placent eux-mêmes en situation de minorité autoproclamée. Et donc, comme tu le mentionnes, ça leur permet de brandir l'étendard de la liberté d'expression en disant les forces multiculturelles de Justin Trudeau et compagnie essaient de me réduire au silence, de réduire mes idées au silence, mais je suis le Galilée moderne, je suis la figure martyre et moi je vais me défendre et ils vont toujours invariablement citer Voltaire. En fait, la citation apocryphe là, de Voltaire, je vais me battre jusqu'à la mort pour pouvoir dire toutes ces choses-là et tout. Donc oui, il y a cette notion de dominant minoritaire, et c'est quand on est minoritaire qu'on a évoqué la liberté d'expression, mais c'est très facile et les gens s'en privent pas là, de s'auto-déclarer une minorité dans ce cas-là. Mais la minorité peut être le groupe dominant, en fait. C'est là que ça devient un peu intéressant, cette utilisation-là de la liberté d'expression comme étendard. Là. Oui, c'est vrai que c'est un renversement vraiment intéressant. Puis, en fait, j'aurais peut-être une autre question juste avant de commencer sur les définitions. Le contexte historique me semble extrêmement différent du temps de Mill, où, en fait, ces arguments qui sont généralement là, utilisés pour défendre la liberté d'expression. Et à ce moment-là, bon, le contexte culturel était extrêmement
différent. Il y avait certains intellectuels qui avaient une place publique, mais il n'y avait pas de médias sociaux. La vitesse à laquelle les choses étaient imprimées, étaient discutées, était beaucoup moins rapide. Donc, il y avait vraiment un contexte vraiment différent. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous montrer un peu, en fait, présenter un peu les arguments là, que Mill a utilisés, peut-être en mettant en rapport avec ces faits historiques-là qui changent vraiment le rapport à la liberté d'expression qu'on a? Oui, absolument. Ben, en fait, Mills, tu fais bien d'en parler parce que c'est vraiment le point de départ un peu obligatoire là, de toute discussion théorique sur le sujet. Excuse-moi, je précise qu'on parle de John Stuart Mill et de son ouvrage de la liberté, juste pour que ce soit Oui, clair oui, pour oui, tout le oui. monde qui nous écoute. Ah, tout à Et je fait. voudrais peut-être faire un point important en philosophie. Le point de départ est toujours Platon. C'est vrai, mais ouais, ben, faudrait retrouver si toute la philosophie occidentale, c'est que des notes de bas de page de Platon, ben, il faudrait retrouver la le note. la note, c'est ça, qui parle de la liberté d'expression. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mais Moi non plus. c'est sûrement ma faute. Ouais, donc John Stuart Mill, effectivement, donc, de la liberté, 1860 et des 1859, si je me souviens 50, bien. ouais, et des poussières. Donc, bref, effectivement, donc contexte différent. En gros, Mill, donc, il va proposer une théorie qui explique pourquoi est-ce qu'on veut défendre la liberté d'expression. Et ça, pour faire une petite parenthèse théorique, je pense que quand je disais en début d'émission là, qu'on a oublié les justifications fondamentales qui justifient justement la liberté d'expression, c'est de ce genre de choses dont je parle. Parce que, pour le dire rapidement, la liberté d'expression, ça ne peut pas être une valeur en soi. Même si on a l'impression, quand on entend les discours, que c'est ça, que c'est une valeur en soi, en fait, quand on y pense une minute, il n'y a pas de valeur en soi à écrire des formes sur du papier qui font du sens, à dire des mots là, qui font. Quand on veut protéger la liberté d'expression, c'est toujours parce qu'on veut protéger l'échange d'idées, on veut protéger la réflexion, on veut protéger la communication. Donc, on a des valeurs en arrière, notamment la recherche de la vérité. Ça, c'est ce que Mill va mettre de l'avant. Il va dire on veut protéger la liberté d'expression parce que c'est la condition pour que la vérité, les grandes vérités importantes socialement, puissent émerger dans la société. Il pense surtout à des vérités importantes comme par exemple le christianisme. Donc lui, il va se dire, imaginez si la censure était telle à l'époque de Jésus ou dans les siècles après, que l'idée du christianisme n'aurait pas pu émerger et puis qu'on aurait été privé de cette vérité vraiment fantastique. C'est ça son exemple. Bon, nous, on n'est pas exactement là-dedans, mais on peut comprendre la forme. Donc, ce qu'il va dire, en fait, c'est que, et c'est ça ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le fond, pour Mill, la seule manière de donner l'espace à la vérité d'émerger, c'est de donner une liberté presque totale de contradiction et de conflit entre les idées. C'est vraiment une conception antagonistique, là, conflictuelle de l'expression, de la liberté d'expression. Et dans le fond, il va nous dire que même les idées fausses, ou les mauvaises idées, si on veut, elles jouent un rôle dans le débat, elles vont servir d'adversaires utiles aux bonnes théories. Les bonnes théories vont s'affirmer, vont s'aiguiser dans le combat contre les mauvaises idées. Et puis, en fait, de toute manière, ce que Mill dit, c'est qu'on ne peut pas. En fait, on voit le lien avec Platon ici. Hein. Il y a quelque chose de Socrate, en tout cas, de dialogique ici. C'est-à-dire que ce que Mill veut dire, c'est qu'on ne peut pas trouver des vérités importantes de l'univers juste tout seul dans notre fauteuil en grattant notre barbe, en pensant au cosmos. Là. Il faut aller dans la cité, puis il faut combattre d'autres idées. Et c'est uniquement de cette manière-là que je peux pas m'assurer, mais que je peux avoir la conviction que mon idée est solide. Pas qu'elle est parfaitement bonne, parce que Mill, il est vraiment partisan de l'humilité épistémique, c'est une base de son argument. Il faut qu'on soit humble, en fait, on est tous faillibles, et donc il faut qu'on se confronte aux autres, qu'on discute. Et là, nos meilleurs arguments, nos meilleures théories, c'est celles qui auront survécu, qui auront émergé victorieuses de cette confrontation-là. D'ailleurs, un peu plus tard, on va ajouter un peu de métaphore économique à cette théorie-là. On va dire que c'est un peu comme le libre marché des idées. Tout comme le libre marché économique, si on est un libéral classique, il faut pas l'altérer, intervenir. C'est ça, exactement. Il ne faut pas intervenir dans le marché. Il faut laisser le marché s'autoréguler, puis les meilleurs produits, les meilleurs services vont émerger. Et ben c'est pareil, libre marché des idées. On ne veut pas intervenir, bloquer des idées parce qu'on les juge néfastes. On veut vraiment que ça se fasse tout seul, organiquement, et les meilleures idées vont, avec le choc des idées, avec la compétition des idées, vont émerger. Donc c'est ça un peu l'idée. Et on dirait qu'il arrive un espèce de problème. Si une des idées, c'est qu'on doit bloquer certaines autres idées, c'est l'idée qui domine, cette idée-là, en fait, elle ne peut pas émerger. En fait, elle ne devrait pas émerger.
Ça, c'est très drôle que tu dis ça parce qu'il y a un paradoxe comme ça dans la théorie de la démocratie, mais je ne l'avais pas vu dans Mill. C'est un bon point, effectivement. On pourrait dire à Mill, bah, si l'idée qui émerge, c'est l'idée qu'il ne faudrait pas de liberté d'expression, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Mill, bah, c'est pas mon bon Basile, je ne le connais pas si bien que ça, mais je pense qu'il dirait que bon, bah, là, c'est un peu comme le paradoxe de la tolérance, là, il y a quand même des limites, et je pense qu'il est assez convaincu que cette liberté d'expression est tellement importante que même si, bon, par erreur ou par maladresse ou par accident historique, on arrivait à l'inverse, bah, on va espérer que ça soit une phase et puis qu'on revienne à la liberté d'expression. C'est une mode. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on ne peut plus sortir de ce mode-là. Aussitôt qu'on enlève la liberté d'expression, qui est le moyen premier pour arriver à toutes les autres vérités, ben, on peut pas l'enlever au final, sinon on ne peut plus avancer sur toute autre question. Et donc, il semble que ça serait juste incohérent d'arriver à cette conclusion-là. On devrait la rejeter. Bon, en fait, ouais, Sam Mill, il dit que si on commence à censurer des opinions, des idées, en fait, c'est ça. C'est pas juste qu'on va se priver des contributions que ces idées-là en particulier pourraient nous donner, mais on se prive même de la possibilité après de faire le calcul, de voir est-ce que c'était une bonne idée. C'est comme si une fois qu'on fait la censure, on va jamais savoir si c'était une mauvaise idée ou une bonne idée parce qu'on ne peut pas savoir quel bienfait serait arrivé si on avait laissé le libre cours au marché. Donc, tu nous as rappelé l'argument épistémologique, en fait, l'importance épistémologique de la liberté d'expression qu'on rappelle assez peu. En effet, là, quand on pense à certaines figures qui ont pu défendre la liberté d'expression dans certains débats récents, c'est vrai qu'ils n'étaient pas nécessairement formulés ou que le rappel de Mill n'était pas toujours présent. Quoique peut-être on peut penser à certaines personnes qui l'auraient peut-être fait. Justement, on va en reparler plus tard, mais un des débats ou en tout cas un des lieux où on s'interroge, on questionne, on réfléchit sur la liberté d'expression, c'est dans le domaine universitaire. Et donc, dans le cas où on assiste à des conférences qui sont boycottées massivement, des professeurs qui sont critiqués pour avoir avancé certains propos, certaines idées, il me semble que, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais on avance l'argument un peu millien de l'université est un lieu de savoir et c'est non seulement c'est important d'entendre toutes les idées dans la cité, mais l'université, c'est la place dans la cité en plus qui sert à ça, qui sert à parvenir à la vérité par la confrontation d'idées diverses. Donc, cet argument, oui, c'est ça. Il n'est peut-être pas aussi présent publiquement, ou en tout cas, pas toutes les personnes qui défendent la liberté d'expression le rappellent, mais il me semble qu'il est bien présent. Est-ce que toi, dans ta position qui cherche, encore une fois, à désacraliser la liberté d'expression, c'est un argument qu'on devrait conserver? Parce que tu nous l'as rappelé, mais tu ne nous as pas encore présenté ton évaluation de cet argument millien. Alors, I'm so glad you asked. Alors, effectivement, c'est de notoriété, pas très publique parce que je ne suis pas très public, mais ceux qui me connaissent savent que je trouve qu'il y a beaucoup de critiques à faire à cet argument. Puis avant d'aller là-dedans, je voulais juste mentionner, j'ai un peu expliqué là, la théorie derrière l'idée de Mill, mais il faut aussi mentionner sa prescription, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on devrait faire pour lui? Et donc, j'ai mentionné une liberté presque totale de contradiction. Mill va amener ça très loin. Donc, qu'est-ce qu'il propose comme règle pratique pour encadrer la liberté d'expression? Lui, il est très rigoureux, si on veut. Il va dire, en fait, la seule situation où on peut censurer un discours, interdire un discours, c'est le critère du danger clair et présent. Ça veut dire, est-ce qu'il va y avoir un risque vraiment immédiat pour des personnes immédiatement identifiées qui est de la violence. L'exemple qu'il donne, c'est dire à tout le monde que les spéculateurs de blé c'est des affameurs du peuple et c'est des vils gens. Eh ben, c'est tout à fait légitime de dire ça dans un café, mais dire ça avec beaucoup d'invectives en disant que c'est des meurtriers et tout, à dire ça à une foule en colère avec des torches qui s'apprêtent à abattre la porte de la maison du marchand de blé, là, ça c'est pas correct. Mais c'est vraiment la seule limite qu'il va donner. Il est assez rigoureux là-dessus, Mill. Et donc, voilà, moi je pense qu'il y a des problèmes avec ça. Le premier problème que je vois, c'est que donc cette idée-là de vraiment, c'est la vérité, c'est tellement important qu'on va vouloir instaurer un régime là, de liberté de contradiction quasi totale. Ça nous oblige en fait, ou ça nous amène à considérer la vérité comme la valeur suprême, aux dépens de d'autres valeurs. Et je pense que surtout de nos jours, et c'est un peu peut-être une différence avec, comme tu mentionnais, Kevin, avec l'époque de Mill, de nos jours, on est beaucoup plus sensible à des questions comme l'égalité démocratique, la dignité des minorités, le respect qui est dû à des communautés qui sont en situation de vulnérabilité sociale. Et donc, Mill, je pense qu'il avait
même si on ne peut pas accuser Mill de ne pas avoir de réflexion soutenue sur les minorités, vraiment pas, mais en fait, ça rend ça encore plus étrange que Mill, je pense, a eu un angle mort et il n'a pas considéré que la liberté d'expression, elle ne sert pas seulement à rechercher la vérité, elle peut aussi servir à écraser, marginaliser, étouffer, discriminer, attaquer, même préparer des génocides, comme on le sait. Là, peut-être que si Mill avait eu l'expérience là, de la Deuxième Guerre mondiale, du Congo, du Rwanda, excusez-moi, il aurait peut-être eu une opinion différente. Et donc, moi, c'est un exemple qui me semble assez important. C'est donc les discours haineux. Un discours vraiment qui va appeler à la violence. Ça, Mill, il va dire, ça, on ne l'accepte pas. Ça va. Mais tout ce qui est un petit peu en dessous, tout ce qui est les discours haineux, discriminatoires, anti-immigration, par exemple, minorité sexuelle, mais qui ne visent pas des personnes spécifiques ou qui ne sont pas directement des appels à la violence, bah, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de tort qui est causé par ces discours-là, autant directement pour le bien-être des personnes ciblées que dans le climat social qui est beaucoup plus hostile à ces gens-là. Et puis aussi l'incitation indirecte à la violence pour d'autres personnes. Donc tous ces problèmes-là, on dirait qu'ils pèsent vraiment lourd par rapport aux vertus épistémologiques qui pourraient amener ces discours. Donc là, on se verrait mal, moi en tout cas, je me verrais mal dire, bon, bah, un discours violemment anti-immigration, bah, c'est moche, mais on va le laisser dans la cité parce que ça a des vertus épistémologiques, ça va nous faire avancer dans le débat sur la question. On va faire un contre-discours et on va débattre contre ce discours haineux et au final, ça va être un bon outcome, ça va être une bonne résultante. Et notamment, la raison pourquoi je trouve que c'est très douteux ou très... Naïf peut-être, ou ouais, ouais, un peu naïf au moins. ouais, en tout cas c'est pas un bon pari parce que pour moi, ce pari-là qu'on fait, parce que c'est vraiment un pari, là, on prend le risque que oui, bah, il y aura des effets négatifs sur les minorités, mais il y a des vertus épistémologiques. Bah, ce pari-là, et les conséquences négatives, si on perd le pari, ne sont pas également réparties. Parce qu'en fait, bah, ce n'est pas les universitaires, ce n'est pas les groupes dominants qui vont en subir les effets, c'est les minorités qui, eux, si on leur demandait, à mon avis, ne seraient pas aussi farouchement milliens, à mon avis. Donc, c'est pour ça aussi que là, je ne veux pas être trop méchant avec certaines figures que je n'aimerais pas, mais quand je vois des gens qui disent ah, moi, je suis prêt à mourir pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, je ne veux pas être dans quelque chose de trop sombre, mais c'est pas toi qui vas mourir. C'est Oui, tu es prêt à mourir parce que précisément, il va rien t'arriver. Exactement, exactement. Donc moi, cette phrase-là, là, elle me chicote un peu pour cette raison-là. Oui. Et puis, bah, j'ai un autre argument, mais je ne sais pas si vous vouliez réagir à ça. Ouais, je voudrais peut-être défendre peut-être un peu l'idée que peut-être Mill avait à son époque. Il n'y avait pas 1 million de plateformes pour défendre des idées. Je ne sais pas comment ça se passe, il n'y avait pas de télévision à ce moment-là. Mais les débats se faisaient beaucoup plus lentement. Ça devait être à travers des journaux, à travers des livres, où c'était mûrement réfléchi, où il n'y avait pas des bulles épistémiques aussi fortes aujourd'hui, où un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de débat. Et lui, il dirait non, mais si tu as, je sais pas, un poste de télévision qui ne fait qu'un discours anti-immigration, il n'y a jamais de répartie et donc il n'y a pas de discours. Donc peut-être que Mill ne serait pas pour ce débat-là, puisqu'il n'y a pas un vrai débat. Et le problème, c'est que ces différentes positions-là, souvent, parlent chacun de leur côté. Et s'il y a un côté qui a les mauvaises idées, qui a une grosse foule avec lui, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment problématique. Mais s'il y avait un véritable débat où il y a des échanges d'idées et tout le monde y participe d'une certaine façon et voit émerger les meilleures idées, mais là, ça sera un peu différent. Mais là, on fait de l'écoute sélective et j'imagine que ce ne serait pas le contexte dans lequel Mill s'imaginait que ce discours-là aurait lieu. Ouais, c'est un excellent point. Effectivement, je pense que Mill n'avait pas vraiment prévu tout ça, les bulles épistémiques et tout. Ça, c'est vrai. Il n'avait pas anticipé TikTok, ça, c'est certain. Ouais, ça c'est clair. Ceci étant dit, bah, je pense que c'est une question un peu connexe, mais je pense que c'est pas évident que la situation, le niveau de fermeture épistémique est vraiment aussi pire, est vraiment pire aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Ça, c'est une question ouverte, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on idéalise un petit peu l'époque libérale classique. Mais je veux dire, les gens lisaient quand même les journaux de leur parti. Je pense qu'il y a peut-être une petite nuance ici à voir. Est-ce que réellement il y a eu un changement qualitatif important? Je pense que les bulles épistémiques, ça date pas d'hier, c'est ça que je me dis. Mais plus fondamentalement, je pense que Mill, il est un petit peu forcé, de par son modèle, vu qu'il est très, très rigoureux, même si Mill arrivait aujourd'hui dans une bulle spatio-temporelle et puis il verrait TikTok et tout, je pense qu'il pourrait pas, sans renier son système, dire ah bah non, ça, là, il y a plus de vrai débat, donc on a le droit tout d'un coup là,
de mettre des restrictions parce qu'il est très commit en bon français, il est très Engagé. engagé ouais, dans la voie là, d'une théorie assez rigoureuse. Là. Oui, puis on pourrait aussi, pour poursuivre justement dans cette critique de cet argument-là, après avoir regardé si effectivement il peut s'appliquer dans les conditions matérielles qu'on a aujourd'hui, dans lesquelles la communication se déroule aujourd'hui, on peut regarder aussi l'argument en tant que tel, puis se demander si est-ce que quand une vérité émerge, elle émerge pour tout le monde? Je pense à la critique que Rawls fait de l'utilitarisme, puis John Stuart Mill est un utilitariste, donc c'est pour ça que je l'amène ici. Selon Rawls, le problème de l'utilitarisme, c'est qu'il considère qu'une communauté est l'équivalent d'une seule personne, et donc par conséquent, l'utilitarisme peut présupposer que le bien partagé par une communauté, mais c'est-à-dire le bien partagé par beaucoup de personnes dans une communauté, va être un bien pour toutes les personnes de la communauté. L'utilitarisme, selon Rawls, ne considère pas assez La séparabilité des individus. J'allais dire la singularité ou l'individualité des individus. Puis ça pourrait peut-être s'appliquer justement au contexte de la vérité. Est-ce que si on accepte de faire circuler un discours anti-immigration extrêmement violent, extrêmement peu rigoureux, en se disant ben, c'est très bien parce qu'on va pouvoir il y a d'autres personnes plus rigoureuses qui vont pouvoir le réfuter, et donc ces personnes plus rigoureuses qui l'auront réfuté vont atteindre une vérité supérieure par rapport à l'immigration qui pourrait même au final bénéficier aux minorités. Mais le fait que ça se produise probablement pour quelques intellectuels ou même pour plusieurs intellectuels ou même pour plusieurs personnes intellectuelles ou non, mais ça ne garantit pas du tout que les personnes qui étaient à l'origine du discours extrêmement violent anti-immigration vont être convaincues, qu'elles vont arrêter de propager leur discours, de le répéter. Puis ça ne garantit pas du tout même qu'une grande partie de la population va être convaincue par la vérité supérieure qu'on va trouver. Je me demande si c'était une idée que tu avais creusée aussi. Oui, absolument. En fait, tu l'as très bien mentionné, puis je n'avais pas pensé au lien avec Rawls, mais c'est vraiment c'est un lien très intéressant parce qu'effectivement, l'autre aspect que moi je critique de Mill, c'est en fait, d'un point de vue plus pragmatique, l'efficacité de la prescription qu'il propose. Donc, c'est ça que tu mentionnais. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, comment est-ce qu'on peut être assuré, comme il semble être, que la vérité va, de un, émerger, de deux, atteindre tout le monde, être adoptée par la communauté? C'est vraiment ça la question à $1 million ici. Et puis, donc, en fait, avant 1000, il y avait, j'ai dit que 1000 c'était le OG, mais en fait, le titre reviendrait plutôt à Milton, John Milton, qui était un poète de 1500, je pense. Mais Milton, lui, en fait, il avait un peu cette idée-là ici de libre-échange des idées pour faire émerger la vérité, sauf que lui, il était basé sur un argument religieux. Il disait, Dieu a fait le monde de telle sorte que la vérité doit émerger quand il y a cette libre confrontation des idées. Évidemment, on n'a plus accès dans des débats séculaires à cette justification-là. Puis en fait, on remarque que c'est assez difficile de la remplacer parce que de un, on pourrait dire, on va compter sur la raison, sur le raisonnement humain, pour que on n'est pas bête quand même, on va finir par s'entendre sur les vérités, mais bon, on a beaucoup d'éléments à la fois théoriques et empiriques pour nous faire douter de ça. Et en fait, je dirais même, ça entre en contradiction, ou en tout cas en tension assez forte avec un principe central de Mill qui est qu'on est faillible. C'est parce qu'on est faillible intellectuellement qu'on doit être ouvert à d'autres idées et pas vouloir les censurer. Mais donc, si on est faillible, rien n'assure qu'on va trouver la vérité, que celle-ci va être adoptée. Et notamment parce qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales et si on veut, de distorsion, déformation dans le marché des idées, qui est jamais vraiment 100% libre, qui font que il y a beaucoup d'idées qui vont même pas se rendre dans le marché. Si on peut avoir un intellectuel une personne qui aurait une idée incroyable, mais à cause de discrimination, racisme, son idée n'est pas considérée. Il y a des barrières à son intégration dans l'arène délibérative. Ça, je vais y revenir. Et comme tu le mentionnes, même si l'idée, elle apparaît, il y a des tonnes de biais cognitifs et de faiblesses du raisonnement humain qui fait que la communauté at large pourrait ne pas l'adopter et pourrait être séduit par des choses plus démagogues ou plus, je sais pas, plus accrocheuses, mais moins vraies. On est encore à... Je pense que ça par rapport là, mais c'est juste un trait d'humour. Là. J'ai vu, c'est un meme sur Internet qui dit en 2022, on va avoir des voitures volantes, puis les scientifiques en 2022. Non, on vous promet que la Terre est ronde, c'est ça. On est encore à convaincre les gens que la Terre n'est pas plate, c'est ça mon point. C'est sûr que toutes les théories du complot, à mon avis, c'est un autre cas concret qui
qui met vraiment Mill en difficulté parce que là, Mhm. on voit que comme si on laisse tous les discours dans la sphère publique, tu sais, il y a une étude que je lisais qui disait que les fake news, donc les fausses nouvelles, ont comme 6 ou 7 fois plus de chances d'être partagées que des vraies nouvelles. Mais comment tu veux que le marché des idées Mhm. il fonctionne bien comme ça là, si les idées, c'est même pas qu'on est dans un endroit neutre où il y a une chance, malheureusement, ça pourrait arriver que les idées fausses prennent le dessus. Mhm. C'est l'inverse en fait, c'est que Oui, c'est les, sûr que les- ça va arriver. c'est Il ça, y a de très, très fortes chances, en fait. les mauvaises idées sont privilégiées à cause de la structure du raisonnement humain, ou peu importe la raison, mais les mauvaises idées ont en fait le privilège que Mill et Milton donnaient à la vérité. En fait, il y Mhm. a quasiment une inversion Mhm. ici. Donc voilà. Ben, c'en est pour l'argument épistémique. Je pense que la plupart des gens disent ben, c'est vrai que la vérité devrait peut-être pas être la première. La vérité est un outil pour atteindre d'autres valeurs et je pense que on est relativement convaincu par cet argument-là, du moins. Mais l'argument principal que tu viens de présenter, je crois que c'est l'argument de la démocratie. Ouais, Si on n'est pas en exactement. train de rejeter complètement la liberté d'expression. On va revenir. Il y aurait de bonnes raisons quand même de la défendre. Ouais, ouais. Ah, puis juste mentionner quand même que bon, c'est une passion personnelle de taper à la massue sur Mill, sur l'argument de la vérité, mais reste quand même que quand je dis que la liberté d'expression sert à justifier, à défendre des valeurs, c'est des valeurs au pluriel, là. On n'a pas de raison de penser qu'il y aurait une seule théorie de la liberté d'expression. En fait, on a plus tendance à penser que en fonction des critères, en fonction des contextes, il peut y avoir des théories plus ou moins Mhm. appropriées. Puis comme on le mentionnait plus tôt, un cas comme la liberté, la liberté académique à l'université, c'est un contexte où là, en tout cas, un certain nombre de critiques qu'on faisait à l'argument de la vérité ne s'appliquent plus. Donc, Mhm. Mhm. parce que Oui. à l'université, il y a un plus grand contrôle. C'est pas, comment dire, c'est pas free for all. On peut pas aller dire, Mhm. on n'aura pas des charlatans qui vont arriver et qui vont faire des conférences, on espère en tout cas. C'est plus contrôlé. Aussi, on peut espérer que c'est plus égalitaire comme Espace de arène, partage. comme espace de partage, exactement. Il y a plus d'honnêteté intellectuelle aussi. Bref, et puis des gens plus éduqués, quoi. Voilà, on va pas se mentir sur la question de est-ce que être éduqué, ça nous aide contre les biais cognitifs, là, c'est pas évident, mais on a quand même des arguments comme quoi, dans le contexte spécifique de la liberté académique, l'argument de Mill est quand même très pertinent. Mhm. Fait que pour l'argument de la démocratie, donc, qui me semble en général là, le plus convaincant, il y a plusieurs manières de le décrire. La manière dont moi je choisis de le construire, c'est vraiment en se basant sur les théories délibératives de la démocratie. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que selon ces théories-là, l'acte le plus important en démocratie, l'acte définitionnel, fondationnel, c'est pas le vote, c'est vraiment la délibération. En fait, le vote est vraiment juste en fait la consécration après, pour des raisons pratiques, de la délibération, mais la pierre centrale, c'est la délibération, c'est l'échange des idées, c'est le débat, c'est les discussions. Et toute communauté, tout système démocratique, peu importe qu'il soit un pays ou une coop vegan, biologique, autogérée du plateau Mont-Royal, même toute communauté démocratique, pour qu'elle soit légitime, pour que les décisions prises soient légitimes, il faut que chacun des membres ait eu la capacité de prendre part aux délibérations de manière égale. Fait que là, ici, on ne parle pas d'égalité d'influence, parce qu'on ne peut pas garantir l'efficacité. On ne peut pas dire que toi, quand tu vas parler, je te garantis que tu vas convaincre les gens. Parce Mhm. qu'il faut qu'on garde l'espace pour que les gens soient convaincus ou non par les raisons qui sont amenées. Par contre, on doit garantir une chance égale d'influencer la délibération. Donc, une manière qu'on peut le dire, qu'il y a beaucoup de noms communs, là, mais c'est égalité d'opportunité d'accès à l'influence politique. C'est qu'on veut vraiment que tout le monde ait réellement la chance d'influencer le débat. Puis après, si tu perds ta chance parce que ton argument, c'est qu'il faudrait avoir des carottes sucrées avec du jalapeno dessus dans notre café autogéré, si ton idée est mauvaise, c'est pas grave. Tu as eu la chance quand même de t'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on veut cette égalité d'influence, cette égalité, excusez-moi, d'opportunité d'influence? Ça, c'est justifié à la fois par les intérêts du locuteur, donc celui qui s'exprime, parce que la personne qui s'exprime, elle a ce droit-là, cet intérêt de s'exprimer comme un égal avec tout le monde. Mais c'est aussi justifié par les intérêts de l'auditoire, donc tous les gens qui vont écouter les discours, parce qu'ils vont être éclairés dans leur délibération. Ils vont pouvoir prendre une prise de décision informée. Donc c'est pour ça que, idéalement, dans un système démocratique qui fonctionne bien, les gens vont faire un choix, un vote par exemple, vraiment informé par les délibérations avec le plus possible de points de vue différents. En raison de cela, plus le discours concerne des enjeux publics, ça peut être large, mais c'est sûr que plus c'est lié à la gouvernance
à des enjeux comme publics ou politiques, plus le discours est protégé. Et plus cette contribution là, au débat est importante. Et plus c'est coûteux si on voulait bloquer, neutraliser ce discours-là. Par exemple, si, pour prendre un exemple auquel on aura peut-être le temps de revenir, même si j'en doute, vu la vitesse où on va, si par exemple les théories du complot, si moi je suis un camionneur, puis je pense que moi je veux critiquer les mesures sanitaires du gouvernement Trudeau, même si c'est en fait le provincial qui le fait, peu importe, et ben ça, c'est un discours éminemment politique sur des enjeux publics, très publics. Et donc ça, c'est très protégé. C'est vrai, c'est très, très coûteux. On devrait vraiment faire très attention avant d'empêcher quelqu'un de critiquer le gouvernement, de s'exprimer sur des mesures publiques comme ça. Super important à mentionner aussi, cette égalité-là, elle doit être réelle. L'égalité d'opportunité à l'influence, elle doit être réelle et pas seulement formelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que vous avez le droit de vous exprimer et c'est tout. Il faut vraiment essayer d'assurer ce que Rawls appelle la fair value. C'est-à-dire il faut que réellement, et pas juste en théorie, tu as une chance égale d'influencer le débat. Ça veut dire que si tu es d'une minorité racisée ou si tu t'exprimes moins bien, tu es moins éduqué, tu ne devrais pas subir de handicap ou de désavantages dans la délibération. Tu ne devrais pas être moins pris au sérieux, idéalement. Alors là, on voit que c'est très exigeant comme conception. On veut vraiment qu'on ait une égalité d'influence, d'opportunité d'influence vraiment, vraiment exigeante. Et je pense que oui, c'est exigeant, mais c'est quand même la meilleure manière de voir la chose. Parce que en voyant ça comme ça, on réalise qu'il y a toutes sortes d'inégalités sociales qui vont affecter cette égalité-là et qui ne l'affectent pas de manière formelle. C'est-à-dire que, je prends un exemple, une personne qui serait moins éduquée, elle a autant le droit que les autres de s'exprimer, mais comme elle ne connaît pas les codes de la bonne société, les bonnes manières de parler, les bons termes et tout, cette personne-là, moi, dans mon système, je vais dire sa liberté d'expression est moindre. Elle est moindre parce qu'elle est moins crédible, elle est moins prise au sérieux. Elle n'a pas réellement la capacité d'influencer le débat comme les autres. Et ça, juste pour conclure mon long monologue, ça nous amène à dire qu'on ne veut pas seulement préserver la liberté d'expression, comme on le dit souvent, ou la protéger, mais on veut aussi l'accroître et surtout la rééquilibrer. C'est-à-dire que on a une société où ce n'est pas tous et chacun et chacune qui ont également cette capacité-là d'influencer le débat. Et il faudrait idéalement faire tout ce qu'on peut pour rééquilibrer cette capacité d'influence. Donc, si je comprends bien, pour comme un peu résumer ce que tu nous as dit, tu serais pour conserver la liberté d'expression comme liberté négative, encore une fois, parce que c'est ça, il y a des dangers. Sinon, si on ajoute des contraintes, de mettre des contraintes qui nous empêcheraient de vivre de façon démocratique, mais préserver cette liberté négative dans la mesure où on fait un effort actif en tant que communauté pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, exactement. En fait, l'aspect négatif est encore là, mais je pense qu'on est très, très concentré sur l'aspect négatif de protéger cette liberté d'expression, ne pas se faire censurer, ne pas se faire réduire au silence. C'est vraiment beaucoup là-dessus que les discussions s'axent. Mais effectivement, il faut aussi avoir une conception plus positive de voir comment est-ce qu'on peut donner ces capacités-là. On en parlait un peu là. Donc, assurer que chacun puisse vraiment. Les moyens, en fait, d'en profiter et les utiliser. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai l'impression qu'on arrive à un point où on dit, bon, la liberté d'expression, c'est important, c'est pas aussi absolu que ce que peut-être Mill croyait. Et là, donc, on doit tenter de la réduire, mais comment est-ce qu'on peut réduire ou quand est-ce que c'est adéquat de réduire cette liberté d'expression-là? Et je crois que tu as un cadre qui va nous aider en fait à réfléchir aux différents cas qui peuvent se présenter devant nous pour tenter d'évaluer si finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose peut-être de réduire l'influence que certains discours peuvent avoir. Ouais, exactement. En fait, moi, toute mon idée là, après ma maîtrise, c'était de dire bon oui, je pense que c'est important de faire ce que j'ai dit au début là, de s'intéresser aux valeurs fondamentales, de ne pas les oublier, pas considérer la liberté d'expression comme une formule magique un petit peu creuse. Ça oui, mais récemment, ce que j'ai envie d'aller plus loin, puis j'ai envie de dire bon on est capable d'offrir un modèle pratique, un guide pratique pour aller au-delà de notre réaction épidermique ou des réactions superficielles, et puis vraiment de dire bon il y a des discours controversés, ça n'en manque pas dans la société. Comment est-ce que je peux me faire une tête là-dessus? Comment est-ce que je peux peut-être voir est-ce que c'est justifiable de faire tel ou tel contre-discours, telle ou telle action pour limiter ce discours-là? Comment est-ce que je peux juger quels discours sont permissibles ou non? Et juste un petit mot là-dessus, d'abord, parce que là, peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a quelques oreilles qui pourraient friser dans l'auditoire quand je dis ça, parce qu'on dirait que je prends pour acquis qu'il y a des discours qui valent la peine d'être interdits ou d'être limités. Et je vais juste faire un petit point sur le fait que
dans le débat public, il y a un peu cette idée-là que la liberté d'expression doit être absolue. Et à mon avis, comme je disais au début, c'est surtout une profession de foi idéologique, une performance. Là. On peut se rappeler d'Elon Musk qui disait « Ah, moi, je ne vais jamais couper l'accès aux médias russes en Ukraine si on leur donne Starlink, là, parce que désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression. » Alors, je vais faire un jugement supposons qu'Elon Musk n'a pas fait une recherche très approfondie sur les valeurs théoriques de la liberté d'expression, et je vais supposer que c'était plutôt justement une profession de foi un peu performative de dire ça paraît bien d'être absolutiste pour cette valeur si fondamentale. Regardez, moi je suis absolutiste. Pourquoi je mentionne ça? C'est pas juste pour me moquer de Elon Musk, même si ça en fait partie, mais c'est quand même surtout que c'est juste intenable. Une liberté d'expression sans limite, absolue, parce que le mot absolu, il faut le prendre au sérieux, c'est ça que ça veut dire, c'est intenable. Même les absolutistes, quand tu les pousses un peu, ils vont reconnaître qu'on ne peut pas tolérer, par exemple, des menaces de mort, la diffamation. Est-ce que je peux aller sur Twitter et dire que Elon Musk, c'est un pédophile satanique? Je pense qu'il ne serait pas très content. Et c'est pas légal, c'est pas acceptable, c'est vraiment, ça ne sert aucune valeur de faire de la diffamation sans raison comme ça. Assez parlé de Musk parce que bon, on se rappelle là, du sauveteur dans le cas dans la cave en Thaïlande là, que Elon Musk avait. En fait, il a appelé un pédophile sans raison. Il est allé en cours pour diffamation et il a fini par gagner en disant que pédo, en fait, c'était une insulte d'Afrique du Sud qui voulait pas vraiment dire pédophile. Donc, quand même assez intéressant. Bref, mais donc, boucler cette boucle, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a la diffamation, des menaces de mort ou d'autres choses plus niches, mais on peut dire un exemple classique dans la littérature, c'est est-ce qu'on peut tolérer un faux appel à la bombe, une alerte au feu dans un cinéma bondé, tout le monde s'enfuit, tout le monde s'écrase, est-ce qu'on peut faire des appels à la bombe, est-ce que je peux engager un tueur à gage en disant, j'ai rien fait, moi j'ai juste exprimé un contrat verbal avec ce tueur à gage pour tuer ma femme, c'est de la liberté d'expression. C'est des exemples un peu loufoques, mais qui montrent qu'il y a tout plein là, de cas où tout le monde est d'accord que c'est pas acceptable. Donc en fait, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de liberté d'expression absolue. Donc la question n'est pas est-ce qu'on peut limiter, mais quel discours limiter. Ça, c'est important à mentionner. Et donc, c'est là où c'est très difficile de déterminer ça. Puis moi, je propose une espèce de méthode où, en fait, on va essayer, dans un premier temps, de voir quels sont les risques, quels sont les méfaits ou les torts. Quels torts sont associés à ce discours-là? C'est quoi le problème avec ce discours-là? D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise s'appelait exactement Qu'est-ce qui cloche avec Charlie Hebdo? What's wrong? C'est comme je regardais les caricatures de Charlie Hebdo, puis je voulais voir qu'est-ce qui est moralement mauvais là-dedans, si il y a quelque chose de mauvais. Et ça, c'est la première étape. Il faut mentionner ici que là, on parle de la permissibilité morale de ces discours-là. Donc, on ne parle pas forcément de l'égalité. On n'est pas vraiment en mode est-ce qu'on va interdire légalement ces discours-là. C'est plus, bon, est-ce que ces discours sont justifiables ou non? Est-ce qu'ils sont moralement acceptables ou non? Et sinon, là, on va faire un contre-discours, on va dénoncer ces discours-là. Mais après, il y a aussi d'autres actions qu'on pourrait prendre. Et c'est là où il y a la deuxième phase de mon modèle, si on veut. Bon, on a jugé que ce discours, par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, ou par exemple un discours haineux, on a jugé que de telle et telle manière, il est potentiellement néfaste ou potentiellement nuisible ou discriminatoire. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on devrait essayer de le neutraliser? Il y a plusieurs options possibles et notre choix va être influencé par tort causé par la censure. Parce que toute tentative de censure, et censure au sens large, donc je veux dire, ça peut être juste dénoncer ou faire un boycott, toute tentative de censure va forcément avoir des risques. On pourrait tomber dans une pente glissante. On pourrait avoir un effet où les gens ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire traiter de raciste ou de se faire accuser de peu importe. Peut cancel des gens. Les gens qui sont cancelled, ça peut être des grandes pertes pour eux au niveau de leur bien-être, au niveau de leurs opportunités. Il y a des risques associés à toute tentative de censure ou de dénonciation au sens large. Donc, mon modèle, c'est vraiment, on a un discours, regardons est-ce qu'il est néfaste, et ensuite regardons jusqu'où on peut aller pour le neutraliser sans que les conséquences soient trop graves. J'imagine que plus les impacts sont importants et sont néfastes, plus on peut utiliser des moyens qui seraient importants ou jugés peut-être plus extrêmes pour s'assurer que ces conséquences-là ne soient pas. Alors que si on a des conséquences qui sont moindres, on doit utiliser des moyens qui sont à un niveau à peu près là, similaire au niveau de tort qui crée, j'imagine. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un calcul
conséquentialiste, en tout cas formellement. Donc, de peser d'un côté le tort du discours, est-ce que le discours il est très dommageable ou peu dommageable, et peser de l'autre côté le tort de la censure ou de la dénonciation. Est-ce que ça serait vraiment coûteux de dénoncer, d'interdire, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment, ça, comme tu le mentionnes, c'est un calcul, c'est une pesée un peu conséquentialiste. Là. On va sortir de nos balances. Là. Je trouve ça intéressant que tu aies choisi l'option pesée conséquentialiste. Je pense il y a beaucoup d'arguments en faveur de cette méthode-là, notamment le fait que on peut mesurer vraiment un peu plus qu'est-ce qui se passe une fois que l'expression a lieu. Mais je me demandais, est-ce que la forme de l'expression ou l'intention derrière l'expression pourrait tenir un poids ou non? Je m'explique. Aujourd'hui, l'expression prend énormément de formes, des formes plus diversifiées que longtemps. Disons, on pourrait nuancer probablement historiquement ce que je veux dire, mais des formes beaucoup plus diversifiées. On peut répandre des discours sous des formes beaucoup plus diversifiées qu'auparavant. Avant, on était quand même limité par le médium de l'écriture si on voulait diffuser au sens large, de l'écriture qui allait ensuite être imprimée. Puis bon, il y a une partie de ça aujourd'hui, mais beaucoup de l'expression qu'on partage, c'est de l'expression aussi verbale, peut être enregistrée, diffusée, mais qui est beaucoup moins calculée, beaucoup moins élaborée lentement que quelqu'un qui écrit un article de journal. Puis il me semble que, puis je pense ici, j'ai une vague connaissance et affection pour Hannah Arendt, vague affection parce que j'ai une vague connaissance, c'est pour ça que je dis ça. Puis Hannah Arendt, elle a des très beaux passages dans la condition de l'homme moderne où elle parle de l'action et de la parole comme étant des actes qui ont une grande part d'imprévisibilité et qui sont à la fois complètement irréversibles. Quand on prononce une insulte, on a comme l'impression, on a fait un tort qui peut être très grand. Disons qu'il y a une partie de la parole ou de l'action, on se laisse échapper des fois, mais en même temps, il y a se laisser échapper dans le contexte où on enseigne, par exemple, puis donc là, c'est une interaction qui est à 100%, disons, à 100% spontanée, mais qui se trouve à être aussi enregistré parce que c'est sur Zoom ou parce que tes étudiants t'écoutent et te filment, même si tu leur as dit de ranger leur cellulaire beaucoup de fois. Et il y a ce genre d'action-là. Et il y a une action comme écrire une chronique où on part complètement là, en croisade contre les gens contre qui c'est à la mode de partir en croisade, et qui sont souvent des minorités qui vont être affectées vraiment sur le long terme par ce qu'on dit. Donc voilà, je pense pas que le fait de se laisser échapper puis d'utiliser le mot en haine, ça blesse réellement les étudiants dans la classe quand on est enseignant, enseignante, mais en même temps, il me semble que c'est ça, dire le mot en haine en classe dans la mesure où on parle d'un écrit où il se trouve déjà, c'est une action qui est plus spontanée, moins contrôlée, moins réfléchie que de l'écrire dans une chronique et d'en plus y aller avec des préjugés racistes dans une chronique qui va être vérifiée plusieurs fois, dans lequel on... Enfin, bref, je sais pas, le médium de l'écriture, il me semble peut changer peut-être notre réflexion sur la faute et sur la réaction appropriée qu'il serait à avoir face à la faute. Et je pense pas qu'il devrait avoir nécessairement aucune réaction parce que, comme tu dis, ce serait pas être absolutiste en cas d'expression spontanée, c'est pas plus pertinent. C'est pas parce que j'ai crié au feu, puis là après, je me dis, ah non, finalement, c'est pas plus acceptable. Mais il me semble que dans le degré de réaction, dans le degré du contre-discours, est-ce qu'il faudrait en prendre compte? Je suis pas certaine en me posant la question moi-même. Non, c'est vraiment un super bon point. Bah, après, c'est sûr que ça dépend de nos valeurs personnelles. Moi, personnellement, je suis assez résolument utilitariste, donc les intentions, pour moi, comptent pas beaucoup. Puis même à la limite, moi, en fait, influencé par ma blonde, je commence à vraiment douter de même la responsabilité individuelle, puis même la pertinence de donner le caractère moral ou non à des individus versus à des actions. Mais donc, j'aurais tendance à dire, bah, en tout cas, dans la manière dont moi je vois le modèle, bon, bah, pour les intentions, non, les intentions sont pas très pertinentes dans le sens que bah, si on veut voir est-ce que ce discours-là, est-ce qu'il va affecter des minorités, est-ce qu'il va avoir un effet néfaste, bah, ce qui nous importe, c'est l'effet. Est-ce que ça va réellement dégrader le climat social, peu importe si la personne a fait exprès ou pas. Après, les intentions sont quand même pertinentes pour comprendre un petit peu la motivation des acteurs et puis leur comportement futur. Un exemple qui je trouve intéressant, c'est, alors là, le nom m'échappe parce que c'est un nom danois, mais avant Charlie Hebdo, il y avait le Jyllands-Posten, quelque chose comme ça, qui était un journal danois qui avait posté 12 caricatures de Mohamed qui avait fait scandale.
même probablement plus que scandale, je ne me rappelle plus s'il y avait eu autre chose, mais une critique qui a été faite assez rapidement, c'est qu'on a réalisé que ce journal-là, danois, conservateur, chrétien, là, qui se disait ah, nous, on rit de tout le monde, un peu comme Charlie Hebdo, bah, on a appris assez rapidement après qu'ils avaient refusé de publier des caricatures ou des textes qui se moquaient de Jésus. Donc là, on voit quand même que Mhm. bon, bah, l'intention ici, l'intention la défense qu'ils font de ah, mais non, on se moque de tout le monde, c'est pour la laïcité, c'est pour. En fait, là, je vous dis pas, mais il y a des arguments incroyables du genre ah là, pourquoi est-ce qu'on critique les musulmans et qu'on parodie Mohamed, même s'ils veulent pas? C'est en fait pour les rendre égaux, c'est pour leur égalité, OK, tout le mais monde, parce que bien sûr. tout le monde est égal dans la démocratie et donc bah, eh ben, c'est pour vous mettre comme tout le monde qu'on fait ça. Et donc, bah, en fait, là, on voit que non, bah, quand il s'agit d'après de critiquer le petit Jésus, bah, ça passe pas. Donc là, c'est intéressant quand même pour voir justement le niveau De de mauvaise cré- foi. ouais, voilà, de crédibilité, de mauvaise foi des acteurs. Mais à part ça, je pense pas que c'est ultra pertinent. Mais justement, dans la mesure où moi, quand je parle de mon modèle là, puis de c'est quelle action est-ce qu'on va prendre pour essayer de neutraliser le discours, le but c'est vraiment de neutraliser le discours si on juge qu'il est néfaste. Mhm. La personne elle-même m'intéresse pas tant que ça. C'est plus que, comme tu le mentionnes, si la personne, on a des raisons de croire que c'est un délinquant chronique et puis que c'était pas une échappée, et puis que bah, 200 chroniques par année sur les musulmans, hein, C'est ça. sans citer personne, ça nous informe un peu sur nos actions à prendre. On peut, Mhm. ça peut devenir justifiable de dire, par exemple, ah bah, boycottons cette personne parce que bah, son historique est clair. Mais, euh, mais oui, effectivement, une personne qui va échapper le mot en haine, eh ben, le but n'est pas de l'absoudre et de dire ah bah t'as pas fait exprès donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais effectivement, tu sais, notre unité morale, là, notre objet moral, ça devrait vraiment être l'action selon moi. C'est vrai que bon, dans cette optique-là, le médium du discours va être pris en compte aussi parce qu'un discours dont le médium va être beaucoup plus partagé, forcément, il y a plus d'impact, donc ça influence le contre-discours acceptable. Voilà, voilà. Mais enfin, je sais pas, je reste quand même avec mon objection que la préméditation, généralement, est comptée quand on évalue la conséquence, en tout cas, je ne suis pas avocate, mais à la cour, le niveau de préméditation est généralement pris en compte. Mhm. Je trouve ça intéressant que le niveau de préméditation soit moins calculé, quoique vu qu'on comprend l'impact du médium, puis qu'un médium qui a un plus grand impact souvent demande un plus grand niveau de préméditation, mais Mhm. ça reste plus, plus secondaire, mais ça reste intéressant aussi. Puis je comprends que vu que l'expression est souvent très difficile, c'est difficile d'évaluer le niveau de préméditation. Donc, Ouais, je peux ouais. comprendre aussi qu'on le tasse un petit peu. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses sur ton comment on va évaluer les différents cas là, dont on va discuter, parler du tort du discours puis le Mhm. tort de la censure? Est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais amener? Ah ben, peut-être un petit point très rapide là, c'est que quand on dit OK, la censure au sens large, quels sont les problèmes avec ça, quels sont les dommages collatéraux qui pourraient se passer si on veut censurer et neutraliser un discours, on va un peu se baser sur le niveau de protection du discours. Si je pense par exemple à une théorie du complot anti-vaccin, bon, OK, est-ce qu'on veut le neutraliser, comment? Bah, on regarde son niveau de protection. D'abord, son niveau de protection intrinsèque, ça veut dire, bon, bah, justement, critiquer les mesures sanitaires, c'est un sujet d'intérêt public, c'est intrinsèque, c'est super important. Cette personne qui fait ce discours-là a un droit à s'exprimer démocratique, ça c'est intrinsèque. On va Mhm. aussi considérer le niveau de protection qu'on pourrait dire extrinsèque, donc l'impact indirect sur le climat social. Donc c'est-à-dire que, bon, bah, est-ce que commencer à, je sais pas, mettre des complotistes en prison, est-ce que ça va faire un effet chilling effect, donc un effet rébarbatif ou est-ce que ça va décourager les gens à prendre position là-dessus? Est-ce que ça va geler le discours public? Et juste pour mentionner que cette considération pour les impacts indirects, extrinsèques, est aussi importante dans la considération du tort causé par le discours. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, un discours anti-immigration, bah, même s'il ne vise pas les immigrants en particulier, c'est très plausible de penser que bah, ça affecte le climat social, ça le rend plus hostile pour les minorités, ou en tout cas, certainement, les minorités vont le percevoir comme plus hostile. Et c'est ça qui est important, parce qu'on veut, quand je dis qu'on voulait vraiment limiter les barrières, qu'on voulait avoir une liberté réelle d'accès, vraiment comme donner les moyens d'exercer cette capacité à tout le monde, bah, il faut que les gens
et notamment les minorités, c'est vraiment important comme exemple, il faut que ces minorités-là aient la perception, aient le feeling là, que c'est une société accueillante qui ne lui est pas hostile et elle peut avoir confiance, elle peut entrer dans le ring avec confiance et s'exprimer en se sentant en sécurité. Et ça, c'est ce genre de sentiment de sécurité qui peut avoir l'air un peu, bon, c'est des feelings, la facts over feelings, blablabla. Mais je veux dire, non, c'est essentiel. C'est ça la condition pour que la délibération démocratique soit réellement égale. Et ben, des discours discriminatoires, même s'ils ne sont pas directement ciblés, ils peuvent affecter ce climat social. Oui, c'est un peu, encore une fois, si on reprend Rawls, là, il me semble, dans les droits et libertés auxquels on devrait profiter en démocratie, il y a le sens de sa propre valeur, je ne sais plus exactement comment il formule, là, mais c'est quelque chose dans ce type-là. Puis une forme de discours qui prive, en fait, les gens du sens de leur propre valeur, on empêche les gens d'avoir un sens de leur propre valeur, est un discours qui nuit à la liberté d'expression de ces personnes-là en même temps, parce que ce droit-là leur permet d'exister dans la communauté en même temps. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, ça fait longtemps que j'ai lu Rawls, mais... Absolument. Puis je vais sauter sur ton wagon pour citer un monsieur qui s'appelle Charles Girard, qui, à mon avis, a expliqué ce phénomène-là de manière vraiment ultra claire. Il dit: le débat public n'a rien d'équitable lorsque l'environnement social contribue de façon constante à délégitimer par avance la prise de parole de certains citoyens. Donc, c'est vraiment l'idée que même s'il n'y a pas d'inégalité formelle, même si les minorités, par exemple, ne sont pas interdites, on ne va jamais leur bloquer l'accès à l'arène, si l'environnement social, de manière subtile, plus ou moins subtile, inconsciente, va toujours miner leur crédibilité, on ne peut pas dire que le débat est équitable et on ne peut pas dire que la personne qui s'en va s'exprimer malgré ça, qu'elle jouit d'une capacité égale à influencer le débat. Mm-hmm. Le débat sur l'immigration me semble vraiment intéressant. Je vais tenter d'enrichir un petit peu le débat là-dessus. Je me disais, il me semble, imagine un pays où, parce que ce que tu supposes, c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont immigré dans un pays. Mais supposons un pays qui n'a jamais eu d'immigration. Donc, un discours anti-immigration dans ce pays-là, qui n'a jamais eu aucune immigration, en fait, il ferait de tort à personne lorsqu'il est à l'intérieur de ce pays-là. Et donc, selon ce que tu dis, il n'y aurait en fait aucun tort créé à ce moment-là, ou les seuls torts qui pourraient être créés, c'est le fait d'avoir l'immigration amène des points positifs et la population ne pourrait pas en bénéficier de ces points positifs-là. Et ça me semble très, très indirect. Puis je me demandais, est-ce que tu le comptes? Et il me semble qu'on devrait mettre un poids un peu moins, peut-être moins fort, un poids aussi fort sur les conséquences, mais aussi, en principe, il devrait avoir un certain poids sur, même s'il n'y a personne, il n'y a aucun immigrant qui pourrait être heurté par le discours anti-immigration, il y a quand même un poids moral qui devrait quand même être tenu en compte là-dedans. Mais c'est super intéressant, mais je pense que ça montre un peu une limite là, de mon modèle. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, la critique la plus simple à faire au discours anti-immigration, c'est que il y a déjà des immigrants. Donc, c'est une catégorie immigrants. Et puis, un discours anti-immigration, même si on va dire: ah, mais non, moi, j'ai rien contre ceux qui sont déjà là, mais j'en veux pas plus, c'est évident que ça cible indirectement, mais quand même très, très clairement les personnes immigrantes. Mais donc, on prend ton pays où il n'y a pas d'immigration. Effectivement, moi, j'ai pas de mal à dire que le discours est beaucoup moins grave parce que il n'y a pas une population vulnérable dans le pays qui va subir les conséquences de ça, qui va voir son accès au débat public réduit. Par contre, bon, après, il y a quand même une coupe d'astérisques qu'on pourrait mettre. On est dans un monde interconnecté, global, où les discours ne restent pas dans les frontières. Je veux dire, pareil, si on prend un exemple très contemporain, si ce pays dont tu parles, qui n'a pas d'immigration, était connecté au web, ces discours-là pourraient être virales sur les réseaux sociaux et puis faire partie un petit peu de l'inconscient collectif, là où en fait, de la discussion globale et puis pourrait affecter les immigrants partout. Il y a plein les fausses nouvelles d'extrême droite, la complotiste, là, parfois ils viennent de n'importe où. Là. Parfois c'est des fermes de trolls en Russie qui les font et puis ça va jusqu'au Québec, jusqu'en Amérique du Sud. Là. Donc, il y a cet aspect global-là. Mais là où c'est plus intéressant, où ça me met plus en difficulté, je pense, c'est, on pourrait dire, c'est qui compte, hein, quand on dit qui t'a affecté, qui compte, c'est qui la communauté qui est affectée. Parce qu'on pourrait dire, un discours anti-immigration, ça empêche des gens dans des pays plus pauvres, par exemple, de migrer et d'avoir une meilleure vie. C'est un peu l'argument des frontières ouvertes, c'est que chaque personne dont on refuse l'accès, on leur nuit parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie dans le nouveau pays. Mais là, c'est compliqué un peu parce que là, ça commence à être très indirect, effectivement. Un discours anti-immigration,
c'est néfaste parce que ça contribue à la méfiance envers l'immigration, donc il y aura moins d'immigration, donc il y a moins de gens qui pourront venir immigrer, profiter des conditions de vie dans ce pays-là. Ça commence à être très indirect. Et si on pourrait même dire, bah, c'est néfaste parce que l'immigration, ça amène plein de bénéfices au niveau économique, au niveau différentes perspectives épistémologiques. Et là, c'est très indirect. Ça amène aussi plein de questions là, d'évaluation. Il y a des gens qui ne pensent pas que l'immigration, c'est une richesse, qui pensent que c'est un problème économique parce que blablabla. Donc, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai envie de dire réponse de couard, réponse lâche. On va se constraindre aux impacts sur les gens qui sont dans la communauté au moment X. Dans la communauté délimitée, peu importe là, comment elle est délimitée, mais donc sinon, on commence à se perdre. Mais c'est une critique vraiment qui me met un peu en difficulté, donc j'aime ça. Est-ce qu'il y avait des exemples? Je ne sais pas si vraiment tu avais des sujets qui te plaisaient plus que d'autres dont on pourrait parler, des sujets d'actualité. Non, je vous suivre. Je On pense pourrait que tu avais abordé le mot en haine, là. Je pense que c'est vraiment un Ouais. sujet super bon. Ouais, peut-être l'université aussi, ces deux sujets-là, je pense, me semble très, très d'actualité. On pourrait essayer d'appliquer ta grille et de voir là, qu'est-ce qu'on arriverait comme conclusion. Moi, pour le mot en haine en particulier, j'ai vraiment essayé là, d'en faire un test case, là, puis d'appliquer ma grille, là. Donc, je peux vous dire un peu qu'est-ce que j'en ai pensé, puis vous pourrez réagir, là. C'est très intéressant à mon avis. Donc, moi, là, je parle spécifiquement de l'usage du mot en haine. Je parle spécifiquement de ce qui s'est passé récemment avec Radio-Canada, où, si vous me direz si je me trompe, mais des journalistes en ondes ont utilisé le mot en haine pour parler du livre de Pierre Vallière, Haine blanc d'Amérique. Et puis, il y a la société mère, là, leur a donné un blâme pour dire, bah, ça va contre nos valeurs d'inclusion d'utiliser ce mot-là en ondes. Et là, il y a eu tout un backlash, un grand nombre de personnalités médiatiques qui ont signé une lettre qui disait c'est une atteinte à la liberté d'expression de nous empêcher d'utiliser ce mot-là, c'est pas bien. Alors, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que bah, en fait, premièrement, là, j'y vais un peu à l'inverse. Je vais commencer par le tort de la censure parce que la censure, c'est ça, hein. Le blâme que Radio-Canada a apporté sur les journalistes, c'est un exemple de censure. C'est pas une censure très forte, mais c'est un exemple de genre de comportement qu'une société, qu'une institution peut utiliser pour dire ce comportement, je veux le neutraliser, je pense qu'il est néfaste, bah, je te fais un blâme formel. C'est une forme de censure. Je ne Ouais. suis pas certaine, mais je pense que ça pourrait peut-être aussi permettre de mieux évaluer l'ampleur de la censure. Il me semble que le blâme était fait par Radio-Canada, mais aussi par est-ce que c'est le CRTC, enfin le Conseil de Radio Ouais, ouais. nationale. Donc, c'est pas juste Radio-Canada, donc la Radio nationale, c'est un conseil qui est chargé d'évaluer le travail des journalistes à la radio en général. Je suis, encore une fois, pas... ça se peut que je me trompe. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un impact qui est grand parce que théoriquement, ça voudrait dire que des journalistes pas à Radio-Canada pourraient aussi s'exposer à ce genre de blâme, il me semble. Ouais, tout à fait. Plus le blâme est formel, plus il vient de haut, là, Oui. plus il y a de l'impact, effectivement. Puis là, il faut le prendre en compte. Parce que là, ici, on juge pas tant le mot en haine, ici, on va surtout juger, en fait, est-ce que la décision du CRTC, j'ai sûrement oublié une lettre, est-ce que Oui, c'est moi justifiable? aussi. En fait, ce que je trouve intéressant ici, c'est que la censure qui est proposée, là où on dit on s'oppose à l'usage de ce mot-là, elle concerne pas une idée ou un concept clé, elle concerne un mot, donc on peut dire une modalité formelle là, de communication. Donc, à ce que je vois, en tout cas, il n'y a aucun impact. Le fait d'interdire, de décourager, blâmer l'usage du mot en haine, ça n'a aucun impact sur la capacité des locuteurs à s'exprimer. Il n'y a personne qui va dire ah, le mot en haine, c'est quoi? Est-ce que c'est navet? Je comprends pas. C'est comme, tu sais, la communication n'est pas, en tout cas, ce que je sache, n'est pas bloquée. Puis on disait en début d'émission que c'est le but de la liberté d'expression, c'est de protéger des valeurs. Et ces valeurs-là ont tout à faire avec l'échange des idées, la communication, les débats. Et donc, moi, il n'y a pas de barrière au débat quand on enlève le mot en haine. Alors que, pour faire une petite parenthèse là, mais moi, là où je vois, par exemple, beaucoup de gens dans la droite américaine, par exemple, qui vont partir en croisade contre le critical race theory ou beaucoup de gens qui remettent en question la notion de white privilege, de privilège blanc ou des safe space. Ça, c'est des concepts qui sont vraiment, quoi qu'on en pense, chargés de sens, qui communiquent vraiment. Et puis, par exemple, récemment, je pense qu'au Texas, ou je sais pas quoi, ils ont interdit l'usage de mots comme transgenre ou des choses comme ça, là. Pas exactement ça, mais ça, c'est vraiment pas comme interdire le mot en haine. C'est vraiment, on nuit à la communication et en fait, on empêche certaines idées de s'exprimer.
on peut débattre sur le mot en haine sans le dire, et donc Exact. sur son utilisation. Alors qu'en plus, bon, dans les exemples que tu cites, c'est aussi pas dans le contexte d'un débat uniquement, mais dans un contexte éducatif. Je pense qu'aux États-Unis, on interdit aux professeurs d'évoquer en Floride la possibilité d'être queer, ou en tout cas d'évoquer les questions d'identité sexuelle, d'identité de genre. Donc là, tu sais, on est sur quelque chose qu'on peut... Enfin, toute l'idée en tant que telle est bannie. Toute l'idée en tant que telle est bannie pour un public qui est moins instruit, donc en tout cas parce que c'est des enfants dans le contexte éducatif, qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces idées-là, alors que dans un contexte journalistique et à la radio, on suppose que cette mission-là peut être un petit peu moins là. Ouais, puis comme tu le mentionnes, en ce moment, là, on parle du mot en haine. Je pense pas qu'on est tous complètement confus. On n'arrive pas à réfléchir parce qu'on n'a pas le vrai mot. Là, je pense que ça fonctionne quand même. Puis juste pour compléter mon analyse du tort donc le tort de la censure, qu'est-ce qu'on a perdu là avec le blâme fait par Radio-Canada? Donc, en termes de le mot en haine, il n'y a aucune utilité communicationnelle selon moi. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a aucun impact sur le bien-être, dans le sens que ne plus pouvoir utiliser le mot en haine, ça n'empêche personne de dormir, de manger ou de vivre. Je veux dire, je pense que ça c'est clair. Mais donc, bref, on pourrait faire l'argument que les gens qui sont blâmés, ça affecte leur statut social. Ça, je vais peut-être y revenir plus tard. Mais le seul argument pour moi qui peut tenir, qui est valable, qui est intéressant, c'est l'argument de la pente glissante ou de l'effet. Il faut vraiment trouver un équivalent français pour chilling effect, parce que l'effet réfrigérant. Effet refroidisseur. Effet refroidisseur. Rébarbatif, peut-être. Moi, je vais garder le mot anglais parce que là, on n'est pas en train de parler de faire des publicités pour des réfrigérateurs. Donc. Mais donc, à mon avis, c'est l'argument qui est utilisé dans la lettre, il me semble, c'est la pente glissante. Hein. C'est un peu, si on commence à interdire le mot en haine, jusqu'où on va aller. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer d'aller vite parce que je vais vous laisser aussi réagir. Mais pente glissante, premièrement, l'idée qu'on veut évoquer quand on évoque le danger de la pente glissante, pour prendre une analogie géométrique, ce serait qu'on serait sur un plateau, hein, et puis de faire cette action-là, c'est-à-dire d'interdire le mot en haine, on mettrait le pied sur la pente où il y a plein de bananes, et puis là, on commence à glisser. Là, c'est la catastrophe. Avant, on était bien. On met le pied sur la pente, on glisse, c'est la catastrophe. On ne pourra pas s'arrêter, on va finir la dictature, les goulags et tout. C'est quasiment ça. Cette idée-là, ici, il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est que, ce que je pense que c'est important à mentionner, on est déjà sur la pente depuis toujours. C'est-à-dire qu'on est constamment, en tant que société, en train de choisir nos mots, comme dirait Patrick Lagacé dans sa chronique sur le mot en haine, qui était vraiment bonne d'ailleurs. Là, après qu'il ait changé d'opinion. Donc, on choisit toujours nos mots. Il y a constamment des mots qui sont, ou des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'elles sont tabous, parce on juge qu'elles ne sont pas acceptables, qu'elles sont irrespectueuses. Et ça dépend des rapports de force dans la société, ça dépend de notre conception du climat social, du contrat social avec nos concitoyens. C'est constamment renégocié dans la société. Donc, par exemple, il y a quelques décennies, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas dire en termes de libération sexuelle, en termes d'expression, de diversité de genre. On ne pouvait pas dire ces choses-là. Maintenant, on peut. Voilà. Donc la pente n'est pas forcément glissante et on est déjà dans la pente. Donc déjà, ça, je pense, ça peut nous aider à ne pas avoir trop peur. Mais de plus, j'ai pensé à ça récemment, même si elle est glissante, est-ce que c'est vraiment un si grand problème? Dans le sens que, à mon avis, c'est une bonne chose que les groupes majoritaires, donc les groupes ethniques majoritaires, révisent leur notion de ce qui est acceptable ou non à dire en public en fonction des intérêts des minorités qui se font de plus en plus entendre. Ça, c'est un discours que je vais un peu redire. Si on parle d'université, c'est la même chose que je veux dire, c'est que on a peut-être l'impression que on peut plus rien dire et puis que là, il y a beaucoup de nouvelles atteinte à la liberté d'expression, mais je pense que la meilleure manière de voir ça, c'est qu'il y a des nouveaux pans de la population, des communautés marginalisées qui, pour la première fois, peuvent s'exprimer, parce que justement, non seulement ils ont le droit, mais aussi plus crucialement parce que le climat social s'y prête plus, ils se sentent plus à l'aise de s'exprimer et de dire, moi, je pense que le mot en haine, c'est dégueulasse, par exemple, et je pense que c'est une très bonne chose que les groupes majoritaires fassent un peu d'introspection et puis d'autocensure. C'est un mot qui fait peur, mais de dire, je m'auto-censure déjà en tant que professeur, par exemple, parce que je ne veux pas dire des choses qui seraient vulgaires ou qui pourraient influencer mes élèves. Maintenant, je rajoute à mon arsenal je rajoute des critères dans mon choix. Et puis, le mot en haine, maintenant, je le dis plus. Et puis, là, c'est un peu long ce que je dis, mais donc, pourquoi est-ce que ça peut être glissant? Est-ce qu'après, ça pourrait amener à d'autres termes
qu'on va aussi pu dire, ben oui, et tant mieux. Il y a sûrement d'autres mots que nous, en tant que Blancs, on ne s'en rend pas compte, mais qui sont blessants. Et peut-être même que c'est des concepts ou des mots que les minorités n'ont pas encore eu l'occasion épistémologiquement là, de s'en rendre compte que c'est des mots qui leur faisaient mal. Hein, c'est un travail épistémologique là, de réaliser ces choses-là. Et puis, bah, si tel et tel mot, on découvre que que ça a un effet néfaste, et ben oui, ouais, raison de le dire. Donc, tant qu'on ne glisse pas à 100 000 à l'heure vers le goulag, ce qui, à mon avis, est très peu probable, là, je ne pense pas qu'il y a aucun signe avant-coureur, et tant mieux, on glisse vers un futur plus inclusif et respectueux. Tu utilisais le commentaire que ça fait longtemps qu'on est sur la pente et qu'on n'a pas glissé tant que ça finalement parce qu'on n'a pas 1 million de mots là, qu'on dit le mot en N. En anglais, il y a le mot en S. Il y en a, il y en a quelques-uns, une poignée. Là. Puis la limite, c'est 26. On a juste 26 lettres. Donc, ça peut pas glisser si loin que ça selon ce que tu dis. Et peut-être pour challenger un peu là, ton évaluation, il y a quelque chose, je pense, que ce qui choquait le plus les gens de ce que j'ai entendu, j'ai peu d'opinion là-dessus, mais c'est qu'une personne ait nommé un livre, par exemple, et a eu une espèce d'effet sur sa carrière, sa réputation, qui soit équivalent à quelqu'un qui l'aurait utilisé pour insulter quelqu'un. Et que là, c'est l'utilisation du mot devient aussi importante que, comme Roman disait tantôt, l'intention, le caractère de la personne, alors que là, on se disait, il me semble que quand c'est plus ou moins connu qu'on ne doit pas le dire, c'est pas encore très répandu dans la culture franco-québécoise. Ce mot-là était relativement utilisé, bon, pas si souvent, mais un peu et il n'y avait jamais eu de problème. Et là, ça arrive tout d'un coup. Ah, OK, puis là, j'ai ces gros impacts-là. Je pense qu'il y a cette période d'adaptation-là qui peut être problématique, la manière qu'on a réagi à cette période d'adaptation-là et l'intention derrière qui amène des conséquences similaires. Je pense que c'est surtout là le problème là, en général. Là. Ouais, c'est un super bon point. Puis en fait, ça m'amène à faire mon segue vers le tort du discours. Comment est-ce qu'on va évaluer? Est-ce que c'est vraiment néfaste d'utiliser le mot en haine comme ça? C'est vraiment un très bon point. Moi, je dois dire que pour moi, dans ma situation épistémologique située hein, d'homme blanc, effectivement, je me dis, mon instinct me dit, utiliser le mot de manière non péjorative, descriptive, pour dire le nom d'un livre. Moi, je vois pas le tort. Et puis d'ailleurs, pour le mentionner aussi que quand c'est de dire dire le mot en haine dans un livre, c'est comme ultra descriptif. Parce que c'est pas comme certaines personnes. Moi, j'ai quand même l'impression que certains acteurs dans le débat public, ils vont discuter du droit de dire le mot en haine, mais tu sais, tu vois qu'ils veulent le dire, le mot en haine. Hein? C'est un peu comme des acteurs blancs qui vont jouer dans Tarantino. Hein? Ils sont contents de pouvoir le dire, le mot en haine. Donc, c'est un peu une blague, mais tu sais, c'est-à-dire que là, c'était même pas bon, moi, je me sens attaqué dans ma liberté d'expression, je vais défendre devant tout le monde le droit de dire le mot en haine. Non, c'est juste, on parle du livre, il y a le mot en haine dedans, on dit le nom le mot en haine dans le livre, c'est on ne peut plus descriptif. Et puis, c'est très clair qu'il n'y avait pas d'intention péjorative ou hostile. Donc, on n'est pas, c'est juste pour clarifier, parce que on n'est pas dans un cas où les gens ont envie d'utiliser ce mot-là à qui mieux. Là. C'est juste, ils se disent ça va être vraiment plus pratique. Par exemple, en tant que journaliste, de faire mon métier de chroniqueuse littéraire, si je peux le dire comme ça, c'est ça, je vais avoir moins à me casser la tête en ondes. C'est ça, ouais. Ou en classe enseignante aussi, ça va. Ou alors, on n'y a même pas pensé. Comme tu le mentionnais, Kevin, c'était juste qu'on est dans une période de transition. Et puis, il y a plein de gens qui n'ont juste jamais pensé à ça. On pourrait aussi en parler longtemps. Je vais en parler 5 secondes. Mais tu sais, le fossé qui sépare les milieux académiques ou de la gauche plus radicale et puis la population en général. Et puis que là, tout d'un coup, non seulement on a décidé que dire le mot en haine, c'était pas bien, mais on agit comme si tout le monde le savait déjà et que c'était évident. Là, moi, je trouve qu'il y a un petit problème ici. Donc, et comme tu le mentionnais, avec la parole de Hannah Arendt, la parole est imprévisible, on peut l'échapper. Oui, effectivement. Et puis, le plus important, là, comme distinction, c'est que l'usage n'était pas péjoratif. C'était pas comme une insulte. Une insulte, c'est évident, c'est une insulte raciale, ça, c'est sûr que c'est pas tolérable. C'est un tort énorme. Alors, mais donc, là, j'ai beaucoup dit pourquoi est-ce que vite de même, je pense pas que c'est un problème, mais ce qu'on voit clairement aussi, c'est qu'il y a un nombre significatif de personnes dans la communauté noire, et puis dont, là c'est un peu touché, mais on peut supposer qu'ils agissent comme des représentants informels de la communauté noire. Pas toute la communauté, évidemment, c'est pas un monolithe, on va y revenir, mais il y a un nombre significatif de gens qui disent que ça les blesse
le mot en haine, et que ça relève même du traumatisant de ce registre-là. Bon, Émilie Nicolas, elle disait que c'est un mot arme, c'est comme un bâton. Mhm. Et puis, elle dit, elle se sent pas capable de faire confiance aux Blancs d'utiliser le bâton, même s'ils ont des bonnes intentions. Renzel d'Ashington, qui a convaincu Patrick Lagacé de ne plus l'utiliser, ben, il disait, tu dois comprendre que tu pourras jamais comprendre. Dans le sens que là, c'est un peu un commitment, un engagement épistémologique que moi j'ai à l'épistémologie située, que bah, en tant que blanc, il y a des choses que je pourrais jamais comprendre dans l'expérience vécue d'être une personne noire. Et ça inclut particulièrement, c'est le cas peut-être le plus clair, que qu'est-ce que ça fait, on est quasiment dans le What is it like to be a bat? C'est quoi l'expérience qualitative? C'est qu'est-ce que ça fait de entendre le mot en haine? Ben, je pourrais jamais savoir ce que ça fait pour une personne noire de l'entendre. Et puis ben, justement, Dashington il disait à Patrick Lagacé, il disait, je veux pas l'entendre ce mot-là sans avertissement comme ça dans la voiture, à la radio. Ça fait trop mal. Et ça fait trop mal, ça, c'est un sentiment que moi, je peux pas imaginer, concevoir. Je peux juste pas. Et donc, c'est là où, à mon avis, il s'agit de faire confiance. C'est nos co-citoyens dans une situation de vulnérabilité sociale. On veut justement qu'il y ait le moins de barrières à leur intégration à la société, mais aussi spécifiquement au débat public. Et donc, si enlever ce mot-là du débat public, ça fait pour eux que le climat est plus accueillant, ils peuvent plus faire confiance et plus s'exprimer de manière safe, sécuritaire, c'est tant mieux. Et puis donc, c'est un peu l'idée que c'est un impact indirect. C'est ça, c'est que au-delà du traumatisme que certaines personnes peuvent ressentir, il y a l'idée que ça rend justement le climat social assez hostile si n'importe quand le mot il peut survenir pour ces gens-là, ça constitue une barrière à leur intégration. Et comme je disais avant, l'important c'est qu'ils perçoivent ça comme hostile. Peu importe l'intention, peu importe blablabla, s'il y a une perception du ressenti que ça rend l'environnement hostile, eh ben, débarrassons-nous si le coût est faible surtout. Super important aussi, c'est que beaucoup de gens vont dire oui, mais hein, Denis Laferrière, lui, il a dit que c'est correct. Dominique Anglade a dit que c'était correct. Ça, honnêtement, je trouve ça, c'est un bon point, mais c'est souvent utilisé de manière très hypocrite et très de mauvaise foi, c'est-à-dire comme une tokenisation de ces gens-là. C'est-à-dire que personne n'a jamais dit que toutes les personnes noires s'opposaient au mot en haine. Personne n'a jamais dit ça. Et personne dit que c'est le critère, il faudrait que 100% des personnes noires soient contre pour qu'on arrête de le dire. Il suffit qu'il y ait un nombre significatif de gens que ça heurte, que ça blesse, pour qu'il y ait une pertinence, ou moins qu'il y ait comme un argument ici pour l'enlever. Donc vraiment de commencer à dire, ah oui, ben, c'est Dany Laferrière, lui c'est un vrai. On Ouais. entend là, c'est quasiment l'argument là du True Scotsman là, les noirs qui sont pas des gauchistes hein, comme Denis Laferrière, eux ils sont d'accord, donc moi je vais l'utiliser aussi, mais Denis Laferrière il t'a pas donné l'autorisation, hein. Il a dit moi ça me dérange pas, c'est vrai, c'est pas la même Hmm. chose. Et si ça. Il n'y a pas de raison, en fait, de préférer l'opinion de Dominique Anglade à celle d'Émilie Nicolas. Là. C'est pas un concours on va décider quelle personne noire a le droit, en fait, de décider cette utilisation-là. On va regarder concrètement la peine causée pour les personnes qui la ressentent, Mhm. puis on va évaluer en fonction de ça. C'est pas choisir qui a l'autorité parmi les personnes noires. En fait, Voilà, pour ouais, enchérir. mon opinion sur cette question-là, en fait, c'est que là, on parle là, d'arguments et je pense qu'en fait, ça même pas. On donne des arguments, mais c'est ad hoc. C'est ajouté pour avoir l'air d'avoir une position, mais ça me fait penser un peu quand ils ont interdit la cigarette. Peut-être que toi, Roman, tu étais trop jeune. Mais quand ils ont interdit la cigarette dans les bars, moi, j'étais déjà dans les bars. Tu devais quoi, finir ton primaire. Hey! Et Oui! Ouais, je pense que oui. Je suis pas vraiment en pensée, en fait. Et tout le monde était un peu contre. Et moi, j'ai vraiment la difficulté avec la cigarette. Puis j'étais, ah, OK, ça va être cool. Mais j'avais comme des réticences. De dire, ben, ça limite la liberté des gens. Et les gens là, se battaient pour garder la cigarette. Tu sais, c'est comme un droit. Puis un an après, tout le monde est comme, mais même si je suis fumeur, j'adore ça que ça sente pas la clope partout. Tu sais. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On est habitué à quelque chose. Puis même si on va se sentir mieux après, sur le coup, on n'aime pas le changement. Fait que j'ai l'impression que c'est surtout ça qui se passe parce que dire le mot haine ou dire ce que ça représente, ça ne change rien. Donc, j'ai l'impression que c'est l'exemple de la cigarette et la réticence qu'on avait, et même la ceinture de sécurité. J'étais peut-être trop jeune, moi aussi, mais la ceinture de sécurité, les gens s'opposaient à ça, alors que maintenant,
c'est vu comme la moindre chose. Donc, j'ai l'impression que c'est juste une réticence au changement qu'on a en général. Surtout que mettre une ceinture de sécurité, je trouve que ça a un plus gros impact négatif sur mon mouvement que de pas pouvoir dire le mot en haine. Donc, j'ai l'impression que ça va s'estomper très, très, très rapidement, ce genre de discussion-là. Je pense aussi parce que, je sais pas si je suis aussi optimiste que toi que ça va se tomber rapidement, parce que je pense que il y a vraiment l'aspect qu'on est dans une guerre culturelle là, et puis que, il y a le potentiel qu'il y a des gens qui vont utiliser ça comme munition, là, comme terrain de bataille, là, de manière plus ou moins pleine de bonne foi. Mais je suis d'accord avec toi que, à mon avis, il y a beaucoup un aspect du choc, de l'adaptation, on n'est pas habitué. Et là, moi, j'essaie le plus possible d'éviter les procès d'intention ou de juger des intentions ou de faire du mind reading. Mais j'ai quand même l'impression, personnellement, quand je vois les défenseurs du mot en haine, de percevoir plutôt une réaction épidermique ou défensive, quasiment émotive, on me dira pas quoi dire. On n'est vraiment pas habitué dans les démocraties occidentales à se faire dire de pas dire des choses, à se faire dire qu'il y a des mots qui sont interdits, qui sont pas disables. Et aussi, plus spécifiquement, on va se le dire, les personnes blanches historiquement dominantes au Québec, on n'est pas habitué à se faire critiquer sur notre position de privilège. Et puis surtout au Québec, on a cette double espèce de relation où les Blancs sont dominants sur les racisés, mais en minorité dans le pays canadien, linguistiquement, surtout historiquement. Il y a un peu une Les espèce Blancs de... francophones, tu veux Ouais, dire? oui, excuse-moi, ouais, les Blancs francophones, ouais. Donc voilà, il y a cette espèce de Double position. double position, ouais. C'est un peu l'idée là qu'on voit parfois sur Internet de dire que pour les personnes qui sont habituées au privilège, parfois l'égalité est ressentie comme de l'oppression ou comme une atteinte. À mon avis, il y a un peu de ça aussi. Puis peut-être pour faire un mini commentaire par rapport à ce que je disais avant sur l'épistémologie située, tu sais, on va se le dire, là, on est trois personnes blanches qui parlent du mot en haine et puis de qu'est-ce que ça fait. Tu sais, c'est sûr qu'on pourra pas tout savoir. Et donc, à mon avis, ça doit nous amener à faire preuve d'humilité et puis de se dire, tu sais, même si nous, peut-être ça peut nous apparaître comme on peut pas comprendre, mais justement, on peut pas comprendre parce qu'on est situé de telle façon. Et justement, par rapport à cette question-là, je trouve ça, c'est peut-être une difficulté que j'aurais avec ton modèle, en fait, ou entre une question. Mais parce que justement, ton modèle demande à ce qu'on limite la liberté qu'on limite certaines expressions, certaines formes d'expression, en calculant le dommage de l'expression. Et notamment parce que c'est souvent, l'expression qui fait dommage ici touche une communauté marginalisée. Donc, en prenant en compte les dommages sur une communauté marginalisée, lorsque c'est là que les dommages sont diminués. Mais justement, ces dommages-là, si on accepte l'épistémologie dessus, puis je l'accepte tout à fait, cette posture-là, ben il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en mesure individuellement de les calculer. Comme nous, on n'est pas en mesure de calculer le dommage que ça fait d'entendre le mot en haine quand on est une personne noire. Or, on a dit plutôt que le débat public était déjà pas un terrain équitable et qu'il y a déjà des points de vue qui sont limités et qui est déjà un terrain plus hostile. Donc, c'est déjà plus difficile. Puis ça se fait de plus en plus, mais on peut penser que ça l'a été encore très longtemps. Très, très difficile pour une personne noire de dire ce que ça fait pour elle d'entendre le mot en haine, de dire le dommage. Donc, il me semble que ton modèle demande d'utiliser les moyens qu'on n'a pas tout à fait pour évaluer l'expression. Et il y a aussi la tentation, le problème que, bon, c'est pas un problème très, en tout cas, j'ai pas de statistiques derrière ce problème-là, mais dans certains cas de cancel culture, je pense au cas de Lindsay Ellis, qui est une YouTubeuse qui faisait de très bons trucs sur le cinéma. Elle a été cancel, entre autres, parce qu'elle a fait un tweet sur le film Raya et le Dernier Dragon, où elle le comparait à Avatar, puis la façon dont c'était formulé, c'est passé pour du racisme anti-asiatique. Puis elle s'est rendue compte en regardant qui faisait les tweets qui la cancellaient, c'était beaucoup des Blancs. Puis après, il y a plusieurs personnes asiatiques qui ont dit « Non, mais on s'en fout de Raya et le Dernier Dragon. C'est un truc fait par Disney, c'est pas du tout... ça représente pas pantoute notre culture. Je veux dire, nous, on n'a pas de... Voilà, tu sais, Avatar et Raya, c'est pas ça la culture asiatique en Amérique du Nord. Donc, il y a un phénomène de white savior, en fait, qui peut être tenté d'évaluer certaines conséquences, de peut-être les grossir un peu
parce qu'on ne sait pas trop. Fait qu'on se dit, bon, ben si ça se trouve, c'est vraiment, vraiment offensant. Mhm. Puis on n'est pas en tant que, on devrait être très, très humble, mais on est humble en n'ayant pas les moyens nécessairement, ou en tout cas en ayant moins. Fait que, bref, je ne pense pas que ce soit impossible parce que c'est vrai que les communautés marginalisées ont de plus en plus d'espace pour s'exprimer puis pour nous aider à évaluer, mais c'est une évaluation collective dont on n'a pas encore les conditions idéales pour la mener. Voilà, c'est peut-être mon... C'est un super bon point, mais je pense que tu as donné la réponse à ta propre critique à la fin. C'est-à-dire que il faut que ce soit une évaluation collective. Et puis, effectivement, on ne peut pas savoir ce que ça fait et tout et tout. Donc, voilà, la solution, c'est de donner plus d'espace aux personnes noires qui s'expriment là-dessus, de amplifier les voix des personnes noires dans le but, justement, le but d'amplifier et reprendre ces voix-là, c'est d'essayer du mieux qu'on peut de compenser les inégalités dans l'arène délibérative. Mais c'est vrai, tu as raison que moi, je propose, c'est évaluons le tort. Et puis là, dans le mot en haine, je pense que c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est assez clair. On a vu que le tort du discours, même si nous, on ne peut pas le comprendre, il y a beaucoup de voix qui nous disent que c'est grave à la fois d'un point de vue du bien-être psychologique que de l'intégration dans la société. Puis que le tort de la censure, lui, on a vu que oui, la pente glissante, c'est peut-être un peu embêtant, mais on a vu qu'il y a beaucoup d'arguments pour modérer cette peur-là. Donc au final, on veut faire le calcul, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens de le mesurer précisément, soit à cause de notre position, soit à cause des inégalités qui sont déjà présentes dans la société. La solution, c'est d'essayer justement de faire une pierre deux coups et en allant chercher, en amplifiant les voix des personnes concernées, marginalisées, ça nous permet de comprendre ces choses qu'on ne peut pas comprendre, comprendre le tort qu'on ne peut pas Vivre. vivre exactement. Et en même temps, ces actions-là sont les actions qui permettent, c'est pas les seules, mais c'est des actions qui permettent d'égaliser un peu plus le débat public. J'ai des petites réticences par rapport à notre incapacité là, de comprendre ce que les autres personnes vivent. Je comprends qu'on ne peut pas le vivre soi-même, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai peut-être plus de misère que vous deux. Mais tu sais, même si je ne fais pas partie de ce groupe-là, je le suppose et c'est suffisant pour faire mon calcul pour en arriver à la conclusion que je ne devrais pas le dire. J'ai l'impression qu'on dit si je ne l'ai pas vécu, c'est comme si je comprenais absolument rien. Tu sais, on peut avoir une compréhension minimale, intellectuelle, qui est suffisante, en fait, dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a des cas qui seraient plus difficiles où on devrait avoir une connaissance plus fine, mais j'ai l'impression que pour faire le calcul, là, c'est extrêmement facile de le faire sans avoir toute cette expérience-là vécue. Et même si je n'ai pas vécu exactement ça, j'ai vécu des choses un peu similaires, puis je me dis, oh, ça doit être des références à des choses qui se réfèrent à moi que je trouve offensantes si on utilise ce genre de mots-là. Et je me dis, ah, puis ça doit être bien pire, en fait, à cause de tout ce contexte historique-là. Et donc là, je peux faire un facteur multiplicatif de ce que j'ai vécu. Tantôt, tu parlais des Québécois au sein du Canada, où, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, par rapport à la langue française, ont des forts réticences, puis ils ont un combat fort pour défendre le français, mais aussitôt que c'est eux qui se deviennent en majorité et plus la minorité, et là, c'est comme s'ils ne comprenaient plus rien. Je dis, quelqu'un de bonne foi en général, surtout quand j'allais dire, on a la chance, mais on a l'opportunité, en fait, de vivre en tant que personne d'un groupe minoritaire, j'imagine qu'à ce moment-là, on a quand même un point de référence qui devrait nous être utile pour pouvoir le comprendre. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être un peu trop loin dans la façon, ou du moins la façon que c'était formulé, dans notre incapacité à comprendre les autres. Même chose pour tout ce qui a rapport à comprendre, je sais pas, la condition féminine. Même si je ne suis pas une femme, je connais beaucoup de femmes, j'en ai discuté, j'ai des amis, tu sais, et même si je ne peux pas référer à toutes choses, j'ai quand même des points de référence avec lesquels que je peux utiliser pour avoir une compréhension générale et avec une humilité épistémique minimale. On en arrive à une compréhension qui serait suffisante pour pouvoir avoir les délicatesses nécessaires pour vivre en société. Tu sais. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est intéressant, mais je pense que oui, peut-être qu'on a une petite différence là, dans notre épistémologie. Là. Moi, j'ai quand même tendance à penser que, au moins pour certaines choses, il y a des différences qualitatives là, qui ne peuvent pas être compensées par un calcul multiplicatif. Là, c'est mon intuition. Là. Mais peu importe. Une autre chose je pense qu'une chose qu'il faut mentionner, c'est que oui, peut-être qu'on a la capacité d'avoir assez d'empathie pour comprendre l'effet que certaines insultes peuvent avoir sur certaines personnes, mais il y a aussi la question de amener de l'avance le problème in the first place. C'est-à-dire que comme c'est une chose de dire qu'on peut avoir une idée de ce que c'est que de subir le mot en haine, mais nous, personnes blanches, on n'aurait jamais pu
décrier le problème en premier lieu parce qu'on ne le Oui. vit pas. Donc, il y a quelque chose d'épistémologique ici où la contribution des personnes concernées est d'autant plus essentielle qu'ils vont attirer notre attention sur des choses qu'on ne peut même pas percevoir, peu importe la question si après on peut les évaluer ou on peut Mhm. les comprendre. Non, le point de départ, c'est clairement qu'il y a une expérience vécue pour évaluer ce genre de choses-là. Comme point de départ, je crois que je serais absolument d'accord pour ça. Mais je parlais en tant que quand on a déjà un background culturel minimal, ou on a déjà vu dans les films ces questions-là chez les Américains, c'est quelque chose qui est très présent aux États-Unis, ici moins, puis qui est en train de devenir de plus en plus présent. Mais on avait déjà des points de référence minimaux qui nous donnaient un point de départ, alors que c'est vrai que si on n'avait eu aucun de ces points de départ-là, on n'en aurait probablement même pas compris. Un autre exemple qu'on pourrait traiter, peut-être pour, ça fait longtemps qu'on discute, c'est chouette, mais peut-être pour amener la discussion vers un autre terrain qui pourrait être intéressant avant la fin. L'exemple des théories complotistes, le contre-discours qui serait adéquat, en fait, contre Mhm. ces théories complotistes qu'on a vu aussi beaucoup dans les dernières années, là, Mhm. qui ont pris beaucoup de place, qui est un autre exemple de discussion qu'on a eu sur les libertés d'expression. Mhm. Oui, bah en fait, ça va être un essai vraiment, comment dire, en live, parce que j'ai pas encore essayé OK, d'appliquer mon ben modèle à ça. Donc... si tu le veux, là, Non, non, sinon mais, on non, mais peut. c'est parfait, justement. Je suis ouvert. C'est ce qui en fait un exercice intéressant, je pense. Il me semble Donc, qu'il va y avoir bah, peut-être juste avant d'en ouais, discuter, il va y avoir quelque chose de très difficile en général, les théories du complot. ouais, ouais, ouais. Parce que chaque théorie a comme. Il y a des points Oui. positifs, des points négatifs. Donc, il faudrait peut-être, je sais pas, en choisir un ou est-ce que tu sens capable d'en parler en général, François? Bah, non, je pense qu'on devrait en parler d'une en particulier. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Je pense que, personnellement, celle qui me vient en tête, c'est évidemment les théories de complot anti-vaccin. Puis effectivement, ça, je vais y revenir bientôt, mais la question même de est-ce que c'est une catégorie pertinente, théorie du complot, est importante parce que les gens qui sont identifiés comme tels, ils vont dire que le concept théorie du complot est utilisé pour les Mhm. délégitimer, et ça, ils ont raison. Ça, il faut leur dire, c'est absolument vrai. Et c'est pas seulement un mot qui est descriptif, c'est un mot qui est péjoratif, qui est normatif, qui est chargé. Quand on dit telle théorie, c'est du complot, on veut que ce soit pas crédible et ridicule. Ça, c'est clair. On va arrêter de dire complot pour un instant, on va dire, bah, c'est les discours anti-vaccin, donc qui nient l'efficacité du vaccin, qui expriment des doutes, ou les plus intenses qui disent que c'est des tentatives de contrôle biosocial satanique. Tous les discours anti-vaccin. Donc, si on y va dans l'ordre, avec le tort du discours en premier lieu. Donc, là, ici, c'est un cas qui est un peu complexe parce que le tort du discours est assez indirect, mais il est quand même assez important. Alors, j'avais dit deux catégories pour le tort du discours, le bien-être et sur la liberté d'expression en général. Donc, sur le bien-être, c'est à la fois indirect et très concret parce que bah, le plus qu'il y a d'anti-vaccins, le plus qu'il y a de discours anti-vaccins, le moins est-ce qu'on peut supposer il y a de vaccination. Et le moins il y a de vaccination, bah, le plus il y a de virus, le plus il y a de contamination, et le plus surtout il y a de personnes, c'est quoi le terme? Affecté. Oui, oui, mais aussi Infecté. aussi des personnes avec des maladies auto-immunes ou des personnes euh, Physiquement vulnérable, en fait. ouais, voilà, qui peuvent pas prendre de vaccin. Ces gens-là qui étaient vraiment au centre de tous les débats là, sur la COVID, bah, ces gens-là, il y a un enjeu de justice aussi Mhm. parce que bah, les anti-COVID vont dire, les anti-vaccins, excusez-moi, vont dire c'est mon corps, mon choix, moi je veux pas de vaccin. Mais ce qu'ils omettent, ce qui est super important, c'est que bah, il y a plein de gens qui peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Et ces gens-là, c'est eux qui vont mourir, souffrir, être malades si le virus Se répand, oui. se répand. Exactement. Et là, ça, c'est un enjeu un peu de, c'est pas de dilemme des prisonniers, mais en tout cas, un enjeu de Action collective. action collective puis tragédie des communs, que un peu, là, je mets ça dans le même bateau, là, que, bah, tu sais, il faut vraiment que tout le monde fasse sa part pour avoir l'effet désiré. Et donc, ça va un peu contre nos intuitions libérales, là, que chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Mais l'autre aspect que je trouve intéressant dans les torts du discours, et ça, c'est plus pour les théories du complot en général, mais bon, pour parler des vaccins, ça nous ramène un petit peu à l'argument de Mill sur la vérité. C'est que le fait de permettre tous les discours complotistes, leur donner libre cours sur les réseaux sociaux et tout, sans aucune modération, eh bien, ça nous amène dans une espèce de situation épistémologiquement super confuse, surtout pour des gens non éduqués ou plus jeunes, où bah, c'est bon, il y a des médecins qui disent ça, mais il y a plein d'influenceurs qui disent l'inverse. À mon avis, c'est un exemple de quand on donne une liberté totale de contradiction et
d'expression des idées, on peut avoir un espèce de cacophonie relativiste où on ne sait plus quoi penser, c'est n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est pour le tort du discours. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à cette partie-là. Non, je pense que même on pourrait, en fait, à la limite, renchérir ou comme augmenter en disant, le tort du discours, c'est aussi que les vaccins pour lesquels qu'on incite les gens à obtenir, c'est des vaccins qui peuvent causer du tort à n'importe quel individu en santé aussi. Et donc, décourager les gens d'obtenir un vaccin contre la COVID, c'est non seulement néfaste pour les personnes immunodéprimées qui ne peuvent pas nécessairement prendre des vaccins ou les personnes physiquement vulnérables qui, même avec les vaccins, s'exposent à beaucoup de risques si le virus circule, mais aussi à des personnes en santé qui s'exposent à la COVID longue, par exemple, là, et qui peuvent en souffrir longtemps, ou la polio, là, qui peut, si on vaccine moins contre la polio, puis on convainc quelqu'un de ne pas se faire vacciner contre la polio, on a peut-être convaincu une personne de s'exposer à une maladie qui peut causer énormément de tort physique sur le long terme. Donc, ça ajoute en fait même au dommage du discours. Ouais, et il y a plein de personnes, parce que chaque personne non vaccinée peut être un vecteur et ça peut Oui, être, c'est ça. Donc, encore plus amplifier le mal que tu identifies. Ouais. Donc, je pense que là, on voit quand même que, avec les critères qu'on a mis, le tort du discours, il est important. Puis pourquoi je parlais de liberté d'expression, d'impact sur la liberté d'expression, c'est l'idée que la recherche de la vérité que Mill voulait, en fait, elle n'est pas servie par une politique de libre Liberté échange des totale, idées, ouais. liberté totale. En fait, dans la mesure où on veut la vérité sur les vaccins, en fait, au contraire, laisser comme libre cours à toutes ces théories du complot, ça fait une cacophonie où, au final, encore une fois, comme on disait, les gens éduqués, experts, les médecins, eux, ne seront pas affectés par ça, mais la population en général, elle, peut être induite en erreur. Et donc, d'un point de vue épistémique, c'est grave. Maintenant, si on parle des critères pour mesurer le tort de la censure, et là, pour la censure, admettons qu'on parle de quelque chose d'assez assez limité, mais quand même controversé, comme justement les mesures prises par les réseaux sociaux comme Facebook et tout pour flaguer, en bon français, là, tout ce qui parle de Covid, tout ce qui a l'air un peu complotiste, de dire attention, les vaccins sont considérés comme étant efficaces par la science, allez voir ce lien-là et tout. Ou par exemple, autre exemple intéressant, Joe Rogan. Joe Rogan, vous vous rappelez, ça fait quelques mois quand même, mais Joe Rogan qui avait été critiqué sévèrement par, oh mon Dieu, que, le, chan- Ouais, je le, sais de le- qui tu parles, je le vois, là, le- je vois son visage. le chanteur, là, Neil Young. Oui, Ouais. Neil Young. Ouais, donc Neil Young qui a critiqué sévèrement, qui avait dit je m'en vais de Spotify parce que si vous gardez Joe Rogan, parce qu'il fait la promotion, ou du moins, il l'entretient comme idée sérieuse, il discute avec des conspirationnistes anti-vaccins. Donc, ce genre de choses, c'est quoi le tort? Premièrement, pour ce qui est l'impact sur le bien-être, on ne critique pas, on ne blâme pas des personnes spécifiques, quoi qu'on le fait parfois avec Joe Rogan, mais si on fait juste dire Facebook va bloquer ou va flaguer les messages conspirationnistes, il n'y a pas d'impact sur des personnes directes. Après, les personnes comme Joe Rogan, c'est des personnes qui ont une énorme notoriété. De se faire call out par Neil Young, je ne pense pas que ça l'a mis à la porte, à la rue. Donc bon, le bien-être, à mon avis, c'est assez faible. Maintenant, les impacts, donc le tort de la censure, impact sur la liberté d'expression globale ou du locuteur. Dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que, et là j'y vais vraiment en terrain inconnu, là j'improvise, donc on va voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on pourrait dire que ce que fait Facebook, ça a un effet de pente glissante ou un effet réfrigérant, un chilling effect? Est-ce que ça va faire que les gens vont avoir plus peur, plus de réticence à s'exprimer sur le sujet des vaccins? Empiriquement, je pense qu'on voit un peu l'inverse en fait. À mon avis, ça, je pense pas qu'on peut dire que ça tarit les sources vives là, du complotisme, là, de mettre des messages comme Facebook a fait. Et en fait, là, ça pourrait être un argument en fait pragmatique, inverse, qui est que de faire ce genre de censure, ça, en fait, ça encourage les complotistes, les gens, les antivax, en les convainquant de La pertinence de la- leurs avertissements. voilà, la personne. Regardez, on vous avait dit qu'ils allaient essayer de nous réduire au silence, ils le font. Donc ici, le tort de la censure n'est pas vraiment que ça fait peur aux gens, mais que ça a l'effet inverse, que ça encourage peut-être Un effet les gens. stimulant plutôt que réfrigérant. Ouais, exact. Mais, et c'est là où, il faut que j'admette que mon système n'est pas parfait. Je t'avoue que là, je me dis, comment on calcule? Et boy, comment on calcule, hein? Est-ce que l'effet stimulant sur les idées complotistes est plus fort que l'effet un petit peu modérateur
qui ferait que des gens qui seraient un peu modérés, que ces messages-là pourraient les empêcher de tomber dans le puits complotiste. C'est tellement difficile à calculer. Ça, c'est vraiment pas évident. Ce que je peux dire par contre, c'est que en termes de l'impact sur la liberté d'expression du locuteur, ça veut dire est-ce que son droit de s'exprimer démocratiquement est brimé si Facebook le flag? Oui, c'est une limite. Oui, c'est un impact sur sa capacité à s'exprimer. Oui, parce que ça le décrédibilise. Ça le décrédibilise. Ça, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que si moi, je me fais flaguer par Facebook, c'est sûr que mon discours est moins crédible. Mon discours est. Facebook a dit que c'est la bullshit ce que je dis là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Donc, effectivement, ça impacte la liberté d'expression. Ça, c'est embêtant. Et puis, les complotistes, c'est aussi des citoyens démocratiques qui ont le droit de s'exprimer. Donc là, il y a un petit poids, effectivement, il faut le mentionner. Ceci étant dit, vite de même, j'ai l'impression que c'est ce niveau de protection-là, même si c'est un sujet, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un sujet public essentiel, les mesures sanitaires, donc ils ont le droit de s'exprimer là-dessus et ils ont un droit démocratique d'influencer. Et puis on nuit à ce droit démocratique-là, à cette capacité en les décrédibilisant. Je pense que ce tort-là, oui, il existe, mais par rapport au tort qu'on a élaboré sur tout ce qui peut arriver avec comme conséquences négatives des propagations des discours anti-vaccins, moi je pense que ça tire quand même vers la censure. En fait, je suis en désaccord avec ta conclusion, mais je suis en accord avec ton calcul. OK? Si ça ne fait pas un chilling effect, mais ça stimule, en fait, Donc, finalement, Ah oui, oui. on devrait rien faire, en fait, parce que finalement, tu vas avoir un effet plus fort sur, Mais je pense qu'en sur fait, les effets néfastes. mais pour revenir, je pense quand même que l'effet stimulant et l'effet refroidissant n'étaient pas clairs ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir sans doute un effet stimulant pour certaines personnes qui sont plus extrêmes, mais probablement que des personnes modérées vont être refroidies vis-à-vis de le fait de partager ces discours-là, même dans la censure qui prend la forme de décrédibiliser. Il y a probablement certaines personnes qui vont éviter d'employer des discours identifiés comme complotistes pour ne pas avoir l'air fou. Est-ce qu'on préfère avoir plus de personnes modérées séduites par les idées complotistes et des complotistes extrémistes moins stimulés, ou avoir très peu, voire pas du tout de personnes modérées séduites par les idées complotistes et avoir quelques extrémistes extrêmement stimulés? Je pense que la balance entre les deux, c'était là où le point achoppait, où on ne pouvait pas trancher. Parce que si on tranche entre les deux, puis qu'on dit qu'il y a définitivement plus un effet réfrigérant ou un effet stimulant, bien là, on peut plus trancher clairement sur la censure. Ouais. Mais là, on ne savait pas trop. C'est clair que c'est embêtant. Il y a deux manières qu'on pourrait faire, à mon avis. On pourrait dire, entre stimulant ou réfrigérant, c'est drôle, on dirait qu'on parle de substance de dopage illégal. Voilà. Entre stimulant et réfrigérant, on pourrait dire, vite de même, on a l'impression que les deux sont possibles, sont crédibles pour différentes personnes. Donc, on pourrait dire, ça s'égale. On l'enlève du calcul. Et puis là, on est rendu avec, on empêche des personnes d'exprimer leur opinion sur un sujet public. C'est que c'est embêtant. Mais de l'autre côté, c'est tellement dommageable les discours anti-Covid. Le calcul pourrait se faire quand même. Mais on pourrait aussi aller plus profondément dans le détail. Et là, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est des calculs empiriques. On voudrait des sources empiriques de psychologie sociale qui nous disent les flags de Facebook, ça marche ou ça marche pas. Et même chose d'ailleurs pour les trigger warnings. Ça, c'est une petite parenthèse qu'on n'aura pas le temps d'en parler, je pense, mais on voulait parler un peu des sex space et tout à l'université. Il y a des arguments empiriques ici. J'ai vu les articles que j'ai pas eu le temps de lire parce que, bien sûr, j'ai pas le temps, mais qui remettent en question l'efficacité empirique. Est-ce que les trigger warnings, ça marche réellement pour leur objectif qui est de réduire la détresse psychologique et éviter les traumatismes? Donc, oui, ça augmenterait en fait. Parce que tu le vis en entendant le trigger, mais tu ne l'aurais pas vécu plus. Donc, oui, c'était vraiment intéressant. Moi aussi, je suis tombé sur je l'ai vu aussi. C'est une première étude avec des mégadonnées sur ce sujet. Mais bref, oui. Donc, il faudrait utiliser ça plutôt que de présupposer. C'est ce qu'on voudrait, évidemment, mais on ne va pas s'interdire de réfléchir parce qu'on n'a pas les données. Donc pour les théories du complot, on peut essayer de spéculer un peu plus dans les détails. Et j'aime bien ce que tu as amené comme analyse, Roman, parce qu'on pourrait dire les gens qui sont déjà anti-vaccins convaincus, qui deviennent plus convaincus parce que Facebook les cible, on s'en fout un petit peu. Ils sont déjà assez profonds. Et personnellement, moi,
relativement peu d'espoir pour certains d'entre eux là, de les ramener du côté de la lumière. Là. À mon avis, on est plus dans la quarantaine, justement, puis essayer de limiter les dégâts. Donc, le seul problème, ça serait, bon, si les convaincus sont plus convaincus, est-ce qu'ils vont être encore plus revendicateurs? Est-ce qu'ils vont être encore plus efficaces dans leur prosélytisme? Ça me semble pas clair. Alors qu'effectivement, on peut penser qu'il y a beaucoup de gens modérés qui, eux sont beaucoup plus cruciaux dans la guerre contre la désinformation et que eux, ça aiderait d'avoir les tags de Facebook. Donc ça, ouais. Oui, en tout cas, moi, je pense que je serais plus hésitante. Je ne serais pas si certaine de trancher parce que il y a une série de podcasts sur audio là, qui parle de la théorie de QAnon qui a été aussi ressortie beaucoup pendant la pandémie puis qui est liée parfois au discours anti-vaccin, mais au discours anti-mesures sanitaires en général. Le podcast explique très bien comment cette théorie-là s'est formée justement par effet stimulant. Cette théorie du complot s'est créée par censure, en fait. C'est des gens qui ont été censurés sur des réseaux sociaux, qui sont allés ensuite sur des forums, en fait, à l'époque, qui ont créé leur propre forum pour être encore plus extrêmes, qui ont ensuite été rejetés de leur forum extrême, puis qui ont créé d'autres forums pour être encore plus extrêmes, etc. Et qui ont créé justement cette sphère complètement déconnectée de la réalité qui a inspiré en grande partie l'acte très violent de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Donc, je pense que l'effet stimuler des personnes extrêmes, enfin la radicalisation, je pense que si on dit qu'il n'y a pas d'espoir pour ces gens-là, et donc, on n'est pas encore certain de s'ils vont poser des actes. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup d'experts qui feraient non, une minorité de personnes radicalisées est extrêmement dangereuse. Donc, je pense que même s'il ne faut pas s'empêcher de réfléchir quand on n'a pas toutes les données, encore une fois, parce qu'on les aura peut-être jamais, je pense que la tension est encore là. Oui, clairement. Si on essaie de conclure un peu là, sur ce sujet-là, ça dépend de l'information, mais on semble à se trouver dans une situation où on a de la difficulté à aller d'un côté ou de l'autre sans d'informations vraiment plus précises. Et même avec des informations plus précises, comme Roman le faisait remarquer, il y a des petits détails qui peuvent devenir extrêmement gros, comme dans le big picture. Et donc, on a de la difficulté à calculer un peu c'est quoi les effets de ces gens radicalisés-là. Est-ce qu'ils vont ensuite se radicaliser sur d'autres aspects qui vont faire naître d'autres mouvements sur d'autres questions? C'est des questions vraiment difficiles à calculer. Donc là, peut-être le calcul utilitariste est moins pertinent vu qu'on a tellement d'incertitudes épistémiques. Généralement, à ce moment-là, on est mieux de se tourner peut-être vers des théories un petit peu plus déontologiques où on se dit, comme on ne peut pas calculer, qu'est-ce qui serait la meilleure norme en général à suivre dans ce genre de cas-là. Et j'ai l'impression que peut-être la meilleure solution, c'est d'avoir une modération du discours et non pas de l'annihiler complètement avec. Les mises en garde me semblaient vraiment intéressantes. Dire attention, ça c'est un. Donc, en ayant une mise en garde, il y a une possibilité pour la personne d'avoir accès au discours. Il n'y a pas de martyr. Donc, il me semble que ça peut être. Il peut y avoir des solutions intermédiaires. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est sûr que je prêche pour ma salade. Oui. Une belle expression, mais non, moi j'ai quand même l'impression que même si le calcul est compliqué, j'ai quand même l'impression que le calcul est notre meilleur outil parce que oui, on avait la difficulté à voir un petit peu là l'effet de la censure, mais l'évaluation qu'on a fait du tort du discours est quand même tellement importante que j'ai l'impression que même si la marge d'erreur, il y a du flou là dans la mesure du tort de la censure. Après, évidemment, ça dépend de l'option qui est prise pour neutraliser le discours, effectivement. Donc, je pense que ça nous met quand même dans une bonne voie où on se dit, il faut faire quelque chose. Parce que vu qu'on a identifié le tort du discours, maintenant, effectivement, on va utiliser le calcul pour choisir les options et on est d'accord que les options plus coercitives, plus censure pure et dure, là, on voit tous les effets néfastes que ça peut avoir, on voit tous les torts de cette censure-là, en plus de la protection qui est accordée au discours. Donc ça on les refuse. Mais donc on peut dire, en fonction du calcul, une mesure mitoyenne comme les mises en garde, pour l'instant, ça nous semble approprié. Après avoir mis à l'épreuve là, ton système après 2 exemples, je pense qu'on a permis de voir
comment il fonctionnait, quelles pouvaient être ses difficultés. Il semble, ton système, avoir quand même passé les tests, les 2 tests qu'on lui a fait passer aujourd'hui. Donc, merci de nous l'avoir proposé, de l'avoir avancé à nos auditeurs, auditrices. Merci d'être venu là, nous rappeler de l'importance d'avoir une discussion de fond, en fait, sur la liberté d'expression, du pourquoi de la liberté d'expression. Je pense qu'en philosophie, l'important, c'est de justement pas avoir d'absolu, sinon notre job sert pas à grand-chose. Donc, merci d'être venu nous rappeler ça sur ce débat-là tout à fait actuel. On espère que nos auditeurs et auditrices auront trouvé tes rappels puis aussi tes nouveaux arguments intéressants pour les guider dans leur propre réflexion sur la liberté d'expression. Ça fait très plaisir.